Mais oui, Alain, la vaisselle, que j'ai parti trop tard, puis que là, il va faire du bruit. Puis là, tu vas me chanter une tune. Moi, ça va comme suit, là. Exactement ça. Oh my God, Alain. c'est genre beaucoup trop parfait, genre. Oh mon Dieu. Comment tu peux... je peux la reconnaître, mais de m'en souvenir par cœur à ce Non, mais ça, point-là. c'est le côté toqué, là. Oh my Puis ma God. blonde, d'ailleurs, elle a ce même toc-là, là. Elle aussi, elle pourrait te la chanter, hein. C'est quoi les Mais c'est... produits Samsung que t'as chez vous? J'ai laveuse sécheuse Ah, c'est ça, Samsung. Ah. Hey, mais c'est long, là. Puis je l'ai accéléré. C'est peut-être... je l'ai peut-être fait à 125. Ouais, non, non. Petit. Mais c'est réellement absurdement long comme ça. Ça a genre pas rapport à quel point c'est long cette tune là. Puis juste pour le fun, là, les dernières notes de la tune qui sont jouées immédiatement après la tune, c'est en fait le on-off de l'appareil. Ça fait pas partie de la tune. Puis je le sais parce que sur certains modes du lavage, la tune de fin va jouer, puis il va y avoir une espèce de cooldown avant de jouer la tune de fermeture. Que c'est vraiment... Mais tu l'as chanté comme bout à bout, genre. J'imagine tous tes lavages, tes cycles, whatever, ils font tout le temps comme ça. Ils font toujours comme ça. Ouais. Puis ça finit par le petit jingle de Samsung, là. Ouais, c'est ça là que je veux dire. Ça, c'est ça le truc de on-off qui va faire ça. Mais qui va tout jouer comme immédiatement après la tune. Ouais, exactement. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Bonjour à Montréal en compagnie de Pat. Salut! Moi c'est Alain. Comme je te disais, Alain, au début de quand est-ce qu'on synchronisait, là, ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas enregistré. Puis, tu vois, cette semaine, je continue de racheter du stock là, depuis la semaine passée qu'on s'est rencontrés pour planifier les show notes. Il y a plus de stock que je me rappelais quand j'avais commencé à écrire les show notes. Puis je suis comme, ouais, on a pas mal de stock à jaser. Ouais, on va commencer avec le sujet chaud de l'heure, là, qui est le COVID. On a eu beaucoup d'updates. Puis tu vois ça, juste ça, je trouve ça très drôle parce qu'on est parti le dernier épisode qu'on a enregistré, c'était comme bon, on commençait à déconfiner certains trucs qui étaient rendus plus permissifs. Puis en date d'une semaine, revirement complet de situation, tout ce qui avait été réouvert a été fermé. Puis là, même qu'on a des mesures spéciales en 3 régions au Québec, où qu'eux autres, c'est couvre-feu hâtif plus commerce essentiel seulement. Je sais pas si t'as envie de parler de ce qui s'est passé à Québec. Je pense qu'on a assez entendu parler, en fait, là. Mais, en gros, pas des choses de fun. La M, pour pas finir le mot. Mais oui, perte de contrôle dans des régions, là, avec le variant, puis les gens qui ont, j'imagine, pas fait assez attention. Là. Mais je vais quand même le dire pour quand je vais me réécouter dans le futur, là. Le Méga Gym de Québec, là, je pense en date de cette semaine, là, c'était genre fin de la semaine dernière. C'était, je pense, rendu au-dessus de 500 cas qui s'avaient généré. Un gym. Ouais, un gym. A généré jusqu'à 500 personnes qui ont été contaminées au COVID. Ouais, je pense que à cause de ça, c'est dommage, là, mais à cause de ça, les gyms sont pas prêts de réouvrir. Là. Puis moi, justement, ma blonde et moi, on s'entraîne au gym de Montréal. Ah, je savais pas que tu avais un abonnement au gym. Moi, j'ai pas d'abonnement en soi. Je le paye en séance. Mais ma blonde s'abonne coach. Elle est abonnée coach, puis une fois semaine plus tard. Ah, je savais pas. Juste par curiosité, ça coûte combien par séance quand t'es pas abonné? C'est vraiment pas tant cher. On va dire quelque chose comme 10-12 piastres. OK. Non, mais c'est genre sorti au cinéma, là. Oui. Même moins cher, là. Puis, tu sais, moi, ce qui est le fun, c'est que t'as pas d'attachement, d'abonnement de récurrentiel. Non, c'est ça. Puis, moi, tu sais, j'y vais pour accompagner ma blonde, surtout. Je suis pas fan de gym en soi, mais j'aimais bien ça, les l'accompagner. Là. Non, mais c'est cool. Puis je continue parce que je suis quand même curieux. C'est combien? Ça donne-tu une limite de temps quand tu y vas? Comme tu payes comme ça?
Non, tu restes autant de temps que tu veux, puis quand tu sors, tu passes le tourniquet. C'est comme un buffet, tu rentres, t'as un prix fixe, puis tu restes autant de temps que tu peux. Mais là, avec le COVID, c'est un peu différent. D'ailleurs, eux autres, c'était un des gyms qui faisait très bien les choses quand ils ont été ouverts l'été passé. Là. OK. Eux autres, ils allaient par séance, je pense que c'était 1h15. Là. Donc, quand t'arrivais, t'avais 1 heure d'arrivée, puis 1 heure de sortie. Ah, OK. Pour tout le monde, incluant ceux abonnés, pas abonnés. Là. Abonné, pas abonné. Ouais. Mais quand tu payais comme moi, tu peux décider de prolonger. Là. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait une période de 15 minutes où ils désinfectaient l'entièreté du gym. Donc, tous les équipements étaient redésinfectés. Rien à voir là, avec comme le bench press là, qui était utilisé par la même personne. Non, mais c'est bon. Je suis très content d'apprendre ça. C'est quand même très cool. C'était comme une formule, ouais, puis ça leur permettait aussi de limiter le nombre de personnes. Non, mais c'est ça que j'en comprends là. Quand tu mets des heures d'entrée et de sortie, c'est justement pour ça. Là. C'est pour contrôler. Ça, puis permettre de désinfecter le gym entre chaque période. Ils se laissaient 15 minutes pour tout désinfecter, puis ils réouvraient la nouvelle cohorte ou ceux qui voulaient rester, s'il y avait de la place. Mais il y avait toujours de la place. Cool. Non, c'est très, très cool. OK, ouais, pour poursuivre COVID, donc je pense que c'est vraiment la semaine dernière que c'était vraiment spécial comment ça a déboulé. Là. On s'attendait pas à ça. Là. Il y a eu 3 conférences de presse. La première, la semaine dernière, ça disait comme bon, ça commence à être chaud, mais pour l'instant, on maintient tout ce qui est ouvert / fermé, là, mais il n'y avait pas encore de grosses affaires. Le lendemain, conférence de presse à 17h, c'est comme bon, ben là, mesures spéciales dans les 3 régions, couvre-feu à Montréal à partir de 20h. Puis, en fait, non, je pense que c'était la dernière que les couvre-feux est revenu à Montréal. Avant ça, c'était juste les 3 régions. Puis après ça, ils ont racheté l'autre d'après. La 3e, ils ont racheté le couvre-feu à 20h. Mais c'était évidemment, dans les médias sociaux, le monde a bien de la misère à comprendre parce que Laval-Montréal, mais tu t'en vas à Longueuil, c'est chill. Même chose, la Rive-Nord aussi. Là, c'est la première fois, en fait, région de Montréal, qu'on a des mesures précises pour Montréal et Laval et pas le reste de la CMM. Ça, c'est la première fois. Que c'est particulier. Là. Moi, ce que j'aime pas avec ça, c'est que le message passe pas nécessairement bien, puis c'est compliqué à comprendre. Ouais. Non, là, si. Mais ben, je parlais de mesures spéciales. Là, c'est rendu que on a les 4 couleurs, là, le vert, jaune, orange, rouge. Puis là, en plus, après le rouge, il y a un autre niveau. Tu as le niveau mesure spéciale maintenant. Là. Ouais. Niveau mesure spéciale, parce que rouge, on s'entend, je me rappelle même plus la dernière fois qu'on était jaune à Montréal. On n'est jamais sorti. Région? Je trouve ça, pour vrai, il aurait pas dû faire ça de même. Tu sais, des codes de couleur, oui, je comprends. Mais tu gardes le rouge pour genre commerce essentiel, là, me semble. Là. Non, c'est ça. Genre, ce qui s'appelle en ce moment mesure spéciale devrait être rouge, puis mettons, nous, on devrait être en orange. Mais tu sais, il aurait dû redéfinir de ce que ça correspond, les niveaux, de rajouter des niveaux de plus. C'est comme. Puis d'ailleurs, les règles ont changé anyway. C'est comme. En plus, ils ont changé, ils ont quand même rajouté d'autres niveaux. C'est comme. Ma blonde qui travaille dans le domaine de la santé, elle fait référence aux feuilles de la santé publique qui sont rendues à version 8.3. 8.3. De version de quoi? De mesures, là. Mesure COVID, là. Si un employé, genre, il change ça comme il change de chemise, ça n'a pas de sens, là. La version 8.3. Ah, mais ça me racontait pas. Puis elle me racontait, genre, qu'ils ont passé de la version, genre, on va dire 7.6 à 8.3 dans son 2 semaines de congé qu'elle a pris. Oh my God. Ben, OK, c'est drôle, mais ça m'étonne pas. Parce que, comme n'importe quoi, la situation évolue avec le temps, puis on se rend compte de choses au fur et à mesure. Puis surtout avec les variants en plus, là, qui changent les règles du jeu, si on peut dire entre guillemets. Là. Au fur et à mesure que le COVID avançait, on se rend compte de choses. Il y a des études qui sont faites en parallèle. Puis là, mais ça amène comme Dr. Ida adore ça, dire ça, les données probantes. Là. Ça amène de nouvelles données probantes là-dedans. Puis c'est normal que ça va changer tes règles au fur et à mesure. Donc, la santé publique se ravise à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui disent bon, ben finalement, telle affaire faire différent ou de faire de plus ou que ça m'étonne pas. Je comprends que c'est un calvaire à maintenir. Le monde qui travaille dans le domaine de la santé, je pense que ça fait partie, je veux dire, entre guillemets, de leur travail de se tenir au courant de ça puis de s'informer de ces choses-là. Ou du moins toutes les ressources humaines ou comme moi, ma blonde, elle travaille dans le milieu hospitalier, pas exactement, le milieu travail infirmière en entreprise. Ouais. Donc, c'est elle qui elle reçoit des appels.
est-ce que l'employeur a le droit d'aller au travail parce que sa fille a peut-être été en contact que des affaires, là, Oui. des flous. Elle dit, je suis sûr que je connais plus la flowchart que la santé publique elle-même. Là. Ah non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis encore une fois, au début, on en parlait beaucoup là, de données contradictoires, d'informations contradictoires. Là. Ça peut être pas facile de se retrouver. Là. Je le cours. Chose certaine, c'est que si on revient dans une autre pandémie mondiale, je l'espère, là, qu'on va avoir pris des notes sur l'importance de faire des messages clairs, puis qu'on va vraiment comme en tirer des leçons. Là. Il y a bien des choses qui auraient dû être faites différemment, là, même encore aujourd'hui dans ce qu'on voit. Là. Mais tu sais, justement, par rapport à ça, là, message clair, là, ça a l'air qu'après la dernière conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière, il y a un communiqué de presse qui a été donné, je ne sais même plus c'est qui a envoyé ça, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou la santé publique ou en tout cas, pas à quel niveau, mais comme quoi le port du masque était obligatoire à l'extérieur maintenant. Je ne sais pas si c'était au courant d'ailleurs. Puis là, c'est comme revenu des questions de journalistes parce que justement, ça n'a comme pas été clair. Puis là, c'est revenu. Journaliste et point de presse aujourd'hui, c'était mentionné là. Que finalement, les règles, grosso modo, c'est quand tu es dehors, tu es obligé de porter un masque, sauf quand tu es tout seul ou que tu es accompagné de ta bulle. Donc, dans le sens, c'est plus comme, là, je le dis, c'était dit de même, là, mais comme à l'envers. Donc, tu es obligé de porter un masque quand tu es accompagné d'autres personnes qui ne sont pas dans ta bulle. Bref. Donc, ils n'habitent pas chez toi. Fait qu'en gros, ça vient mettre comme un meilleur éclaircissement sur ce qui s'est passé là, au parc La Fontaine en fin de semaine. Là. Vendredi, samedi, avant le couvre-feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé des parcs. En fait, beaucoup de monde. Ah, mais ça, oui. Ça, je l'ai vu. Pour résumer, là, marée de monde, là, avec genre la misère à se trouver un spot pour s'asseoir. Là, oui. En fin de semaine, il y a eu du monde dans les parcs. Ah, oui. Puis il y a une autre sous-règle dans ce que j'ai... Enfin, une autre exception dans ce que j'ai dit, là. Tu as le droit d'enlever ton masque une fois que tu es rendu assis à plus de 2 mètres de distance des personnes avec qui tu te trouves qui sont pas dans ta bulle. Mais le problème, c'est que quand tu habites dans un 4,5 ou un 5,5 avec des colocs, puis t'es pas hâte de voir personne, là, puis les restaurants sont fermés. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Là? Le monde, ils veulent se voir, là, maintenant. Là, oui, puis c'est pas interdit là, d'aller voir du monde. Justement, je pense ça a été répété rapidement aujourd'hui. Il me semble que le chiffre, c'est que tu as le droit de voir jusqu'à 8 personnes qui sont dans ta bulle, mais avec les mesures qui ont été mentionnées. Genre le masque. Ouais, avec le masque. Puis la distanciation, mais bref, comme la santé publique se doute que quand tu te déplaces ou whatever, tu vas te ramasser à comme franchir le 2 mètres, là. C'est pour ça qu'ils mettent le masque. C'est ça, tu as le masque obligatoire. Puis quand tu es assis et que tu bouges pas, c'est là qu'on va dire safe d'enlever ton masque parce que justement, tu n'es pas supposé bouger. Tu vois, puis là, maintenant, on a aussi des nouvelles mesures sur le port du masque au travail, obligatoire en tout temps. Oui, c'est vrai, je l'ai pas écrit ça, en effet. Je pense que ça fait... En fait, tu dis ça, je pense que ça fait partie du même communiqué. L'histoire de port du masque, c'est dans le même communiqué, en effet, ouais. Mais tu vois, ça, c'est plus ou moins, je veux pas dire applicable, là, mais tu sais, comme nous, mettons, meilleur cas, on parle au téléphone avec... quand je mets mon masque, puis je parle au téléphone, le client, la première affaire qu'il me dit, il dit genre, ouais, je t'entends mal. Il n'y a pas une disposition là-dessus dans la... Parce que, là, tu vois, maintenant que tu as dit ça, là, je sais c'est qui a fait le communiqué, c'est la CE... La SNES, Colin. C'est quoi le mot, là? CNESST. Le CNESST. Merci, Alain. Donc, c'est eux autres qui ont fait ce communiqué-là, donc qui ont établi les règles. Donc, techniquement, c'est le genre de truc, je m'attends qu'il y ait un cas spécial pour ça. Puis tu as d'autres règles dans ce cas-là pour que tu puisses l'enlever, là. Je te dirais de demander à vos boss de checker ça, là. Oui, mais de toute façon... nous, on est physiquement dans des bureaux séparés. Là. Parce qu'on a cette place-là. Là. La règle en ce moment, là, de avant exception, c'est en tout temps, dans le milieu de travail, donc à partir du moment que tu franchis le cadre de porte, tu as ton masque d'en face. Oui. Donc, il y a clairement des règles qui disent, mais quand tu manges, tu peux enlever ton masque dans telles circonstances. Que tu peux il doit y avoir la même règle quand tu es dans ton bureau fermé puis qu'il n'y a personne qui vient te voir, tu dois avoir le droit d'enlever ton masque. Dans ce que tu dis ça, techniquement, si tu n'as pas besoin de l'enlever, ben je pense pas qu'il le permettrait, mais comme tu as dit, quand tu es au téléphone, un truc de même où tu réponds du téléphone, là, je pense qu'il devrait avoir une disposition pour ça. Sûrement, j'imagine. Il faut regarder le document de la SNES qui est assez long, détaillé, là.
Puis sinon, mais tu peux appeler aussi. Il y a un numéro pour ça. Puis là, je te dis ça à toi, c'est pas ta responsabilité de faire ça, mais tu peux escalader ce truc-là justement à ton supérieur immédiat. Puis lui, il escaladera au besoin. Mais bref, il y a quelqu'un chez vous qui devrait être capable de répondre à ces questions-là ou d'aller chercher les informations. On mettra ça au clair. Là. Moi, j'ai pas travaillé depuis cette nouvelle règle-là, là, mais j'imagine que c'est toujours la même chose. OK. Puis pour finir, COVID. Si bon, là, on en a. Je dis, il y a bien trop de choses à parler. Donc, Legault, aujourd'hui, en conférence de presse, a mentionné qu'il ne prévoyait pas... En fait, puis ça, c'était drôlement qu'il disait ça. Il dit, on ne prévoit pas penser à réfléchir de la possibilité d'un retour à la normale avant la fin de l'année scolaire / le 24 juin. Donc, qui est la date de... Justement, il mentionnait deux choses. Il mentionnait quand il n'y aura plus de contamination au niveau des écoles parce que les écoles vont être finies. Ça va être la fin de l'année scolaire. Puis 24 juin, qui est la date qu'on devrait tous avoir reçu notre première dose du vaccin. Qu'on avait collé dans l'autre épisode. Là. Moi, c'était... Ça se peut. Je m'en souviens très bien, là, parce qu'il l'avait collé il y a longtemps. Là. Il avait dit, si nos... il avait dit ça comme... Il y a vraiment un moment, là, parce que ça fait un mois qu'on a enregistré, puis... je sais pas si c'était cet épisode-là ou l'autre avant, là, mais il parlait de 24 juin, là, la Saint-Jean, ça m'était resté comme date. Mais là, ça a l'air que ça s'enligne de plus en plus vers ça. Là. Mais dans le sens, ce qui a changé avec ce qu'il a déclaré aujourd'hui, c'est que cette date-là ne change pas. Ce qui change, c'est d'ici là. En bout, ce qu'il avait dit, puis je pense qu'il y a un clip qui a joué aux nouvelles là, de justement lui, comme il y a 2 semaines, 1 mois, là, qui disait dans le fond, une fois que les personnes en haut de 70 ans ou en haut de 60 ans vont être vaccinées, on va pouvoir revoir les règles. Parce qu'on assumait à ce moment-là qu'il allait avoir moins de contamination puis que les personnes vulnérables allaient être protégées, donc ça allait mieux aller. Mais comme je dis, le variant a vraiment changé les règles du jeu, puis ça a amené que finalement, on ne peut pas vraiment revoir les règles. Fait qu'on ne verra pas les règles avant la Saint-Jean. Oui, il a vraiment dit pour les 2 prochains mois, ça va probablement rester de même. Ça va évoluer, mais c'est ça. Avec ce que la santé publique entrevoit en ce moment, ça va probablement pas bouger avant cette date-là. Wow. Puis encore une fois, puis là, aussi, c'est comme... Ça a été dit, puis les journalistes qui reprennent ça, puis là, déjà, ils commencent à déformer la chose. C'est pas que ça va changer, cette date-là. Non. C'est à partir de cette date-là, on va penser à comment ça va changer. Donc, ça veut dire que la semaine suivant, le 24 juin, il va falloir comme dire, là, sachant que tout le monde est vacciné, puis que ça prend tant de temps avant telle affaire, puis de telle autre chose, mais ça veut dire comme, dans 2 semaines, on va pouvoir faire telle chose, dans 3 semaines, on va faire telle chose. C'est à partir de cette date-là qu'ils vont pouvoir réfléchir à ce qui va changer. Puis donc, ça va prendre encore une fois plusieurs semaines après ça avant que ça se passe. Mais qu'à partir de cette date-là, on va pouvoir en parler. Grosso modo, c'est ce que ça voulait vous dire. Là, moi, je fais des maths rapides en regardant ce que tu as marqué dans les show notes. Oui. Mais il me semble que ça fait pas 8 millions, là. 4 plus 2, ça fait 6,2 millions de vaccins Pfizer et Moderna. En fait, ça fonctionne, mais oui, je reviens là-dessus. Donc, oui, Alain, les vaccins. Tu vois, j'ai écrit une couple de stats là, que j'ai repris, une stat de information, je veux dire. Là. Aujourd'hui, on a eu... Là, en fait, je prends que c'était hier, mais bref, aujourd'hui, ça a été parlé là, qu'il y a eu notre premier cas de thrombose rapporté au Québec suivant le vaccin d'AstraZeneca. Puis donc, grosso modo, ce qui a été dit, en ce moment, ça fit encore dans les statistiques qui avaient déjà été dit au préalable. Donc, on a un cas sur... je ne sais pas c'était combien qui avait dit qu'on avait... Je pense qu'on a déjà vacciné, mettons, 100 000 personnes en ce moment, là, avec ce vaccin-là. Mettons, là, je dis des chiffres que je me rappelle, mais je ne suis pas sûr. Donc... Bref, ils sont dans le taux que l'Union européenne a comme... Ouais, ils sont dans les taux attendus, on va dire ça comme ça. Puis... Dans les taux attendus, fait que le risque reste quand même encore plus grand de mourir de la COVID que mourir c'est ça, je pense que c'est avec Dom que j'en parlais hier, puis c'est essentiellement la réponse d'Arruda aujourd'hui, c'était comme, sachant toutes les complications que tu peux avoir quand tu as la COVID, puis le risque d'avoir la COVID, c'est quand même mieux de se faire vacciner avec ça, même si tu as la chance d'avoir ça. En bout de ligne, purement niveau statistique, probabilité, là, c'est quand même mieux de se faire vacciner que de ne pas prendre le vaccin. Purement là, comme toi en tant que personne. Là. Puis sachant que tout le monde, que là, on est au courant de ce risque-là, puis qu'on peut, en tout cas en ce moment, comme dit, ils vont surveiller ces symptômes-là de façon plus assidue. Mais le risque à ce niveau-là est vraiment minime versus le COVID, ce que ça peut amener. Là. Absolument. Ce risque, le risque de thrombose est mitigé versus que COVID, de ne pas prendre le vaccin, il n'est pas mitigé, le risque. Donc, c'est vraiment... Puis, tu vois,
il en parlait avec un à la radio, là, puis il disait même si t'as en bas de tu sais, les études, ils ont mis la date de 55 ans, mais ça pourrait très bien être 50 ans. Oui, c'est ça. C'est purement selon les études qui ont été faites. Donc, c'est là que ça va être... encore une fois, je pense que... C'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que le chiffre de 55 ans il a été mis en average. Mais quelqu'un qui est lourdement... qui serait lourdement comme endetté, là, il y aurait une dette au niveau de sa santé. Là. Ouais, maladie chronique. À 50 ans, ça pourrait valoir plus la peine de prendre l'AstraZeneca que de rien prendre. Ouais. C'est ça que je veux dire. Là. C'est que le 55 ans, il a été mis comme date comme moyenne. Là. Ouais, puis aussi, je sais même plus si c'était question d'études ou mélange avec aussi par rapport à l'espérance de vie que, ben, à partir de cet âge-là, si tu prends pas le vaccin, tu as plus de risques par rapport à la COVID. Donc là, ça débalance le risque versus quelqu'un qui est plus jeune. Donc, tu es mieux de prendre le vaccin versus le risque que la thrombose amène. Je sais plus si c'était un mélange. Tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça en bout de ligne, dans les facteurs. Là. Mais bref. C'est de la mitigation de risque. Puis des stats. Absolument. Les statistiques. Oui. Puis sinon, ben oui, pour revenir à ce que tu dis au niveau des vaccins, donc, Christian Dubé, donc ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui qu'on était rendu à 2 millions de Québécois vaccinés, en date aujourd'hui étant le 13 avril, et que, pour continuer avec les vaccins, qu'il attendait jusqu'à, en tout cas, autour de 2,2 millions de vaccins d'ici la fin du mois de mai, donc avril et mai, qui nous donc, la moitié du mois d'avril là, qui reste plus le mois de mai, et ensuite un autre 4 millions de vaccins en mois de juin. Techniquement, si tu additionnes tout ça, on arrive à 8 millions. Puis ça qui serait à peu près le total de la population québécoise. Mais là, il faut se dire deux choses. Là-dedans, il y a des deuxièmes doses qui vont être prises. Puis c'est pas 100% qui vont vouloir recevoir le vaccin. Oui, non, donc, c'est ça. J'assume que mathématiquement, ça s'aligne. Puis aussi, ça, le 2,2 puis le 4 millions, c'est seulement Pfizer-Moderna. Donc, ça l'exclut les vaccins AstraZeneca qui sont présentement administrés, puis la possibilité aussi du Johnson & Johnson qui pourrait arriver par la suite. Ah, mais ça, d'après moi, ça n'arrivera pas. Je sais pas si tu as entendu aux nouvelles. Oui. Ben, c'est en bout de ligne, c'est encore une fois, là, c'est la même histoire qu'AstraZeneca, mais là, ça a l'air que c'est pas le même genre de thrombose et que c'est plus compliqué. C'est ce que j'ai entendu d'une autre affaire aussi plus tard. Ça, c'est encore trop early. Là. C'est très, très, très chaud comme nouvelle. Là. Mais bref, aux États-Unis, ils se retrouvent avec 2 vaccins au lieu de 3. Mais ça, eux autres, tu vois, c'est en plus c'est l'inverse parce qu'en ce moment, eux autres, ils n'ont pas l'AstraZeneca d'approuver, mais ils ont le Johnson & Johnson, puis nous autres, au Canada, c'est l'inverse. AstraZeneca est approuvé, mais pas Johnson & Johnson, pas encore. Mais je pense pas qu'il va l'être là, avec. Ben encore là, si le risque, encore une fois, ça dépend toujours des taux puisque les études vont relever. Mais encore une fois, si le risque. Comme tu disais aussi des types de thromboses. Mais c'est ça. Des thromboses qui sont mortelles à tous les coups. C'est une autre histoire. Là. En effet, c'est une autre histoire. Parce que le cas au Québec, la thrombose, c'était marqué clairement genre que ça a été traité et qu'elle n'est plus en danger de mort. Non, c'est ça. Exactement. Donc. Ça va, encore une fois, ça va dépendre de ce que les études vont relever, ça va dépendre de justement ce que les chiffres vont vouloir dire, qu'est-ce qui va valoir plus la peine, puis ça va être joué avec ça. Là. Mais c'est ça, je pense, la chose à retenir de ça, il ne faut pas négliger le fait que de ne pas prendre le vaccin, tu te mets à risque. Personne, surtout en ce moment, avec justement ce qui se passe, c'est un autre aspect qui a été dit beaucoup dans la conférence de presse, là, à quel point maintenant c'est les plus jeunes qu'on commence à voir rentrer dans les hôpitaux en soins intensifs, dans les urgences, ouais, pour le COVID. Pense pas. La majorité de la population est à risque. Tous ceux qui décident de ne pas le prendre, tu vas être personnellement à risque. En plus de pouvoir la possibilité de propager le virus, là, tu te mets toi-même à risque de ne pas prendre le vaccin. Même s'il y a des side effects possibles, très rares, mais possibles sur les vaccins. Oui. Il n'y a rien qui est sans risque. Puis quand on développe un vaccin aussi vite, puis qu'il n'y a pas de phase prolongée de test là, comme il y a normalement, c'est sûr qu'on peut s'attendre à des choses un peu funky qui peuvent arriver. Ça fait partie de la game, comme on dirait. Avec les chiffres sur les doses de vaccins qu'on a eues puis les doses à venir, techniquement, la date du 24 juin, elle va être encore respectée. Puis encore une fois, là, c'est 4 millions de vaccins en juin. Là. J'espère que c'est d'ici le 24 juin. Il faut qu'on les ait tous reçus pour que ça puisse marcher. Là. Mais ce que ça veut dire, c'est ça. Donc, la date a toujours d'être... donc, à moins qu'il y ait un approvisionnement, tout est sur la bonne voie. Puis, ça veut dire aussi que le mois de juin va être assez intense.
Si on reçoit le double en un mois qu'on a reçu pendant 2 mois, là, ça va vacciner à la shot pendant ce mois-là. Là. Ouais, on a cette capacité de vacciner là. Puis, tu vois, ma grand-mère s'était fait vacciner. C'était pas une infirmière là, qui l'avait vaccinée. Là. C'était... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Bref, pas un... Elle avait un ordre professionnel, mais c'était pas comme une infirmière. Là. Oui, ça, mais il y a plusieurs autres professionnels de la santé qui ont été, je veux dire, pas relocalisés, là, mais... Qui ont eu des passe-droits pour, c'est ça, pour pouvoir vacciner. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense pas que passe-droits... Pas des passe-droits, là, mais c'est parce que avant, la vaccination était vraiment réservée aux infirmières là, au Québec, là, historiquement. Oui. Puis là, depuis peu, les pharmaciennes peuvent le faire. Ah, il y a plusieurs professionnels de santé maintenant là, qui vaccinent. Là. C'est ça, mais tout ce qui a un ordre est en mesure. Je pense que c'était une... je me rappelle plus. Ah, c'est dommage. Ben, c'est pas... Ça prend... Encore une fois, ce sera pas n'importe quel professionnel, mais beaucoup de professionnels qui ont déjà les connaissances ou que facilement on peut les mettre à niveau pour pouvoir le faire. C'est ça. Oui, ils vont pouvoir le faire, là. Mais c'est ça fait qu'on peut avoir des capacités de vaccination là, assez astronomiques. Là, on parle des taux. Tu t'en rappelles-tu, Pat, un peu des taux en milliers de personnes par jour? Mais Christian a beaucoup parlé en parlant de c'était quoi, la H1N1, je me trompe pas, là, quand il y avait eu la dernière grosse phase de vaccin, là, de vaccination qu'il y avait eu. Il était capable de faire des... Je sais plus c'est quoi les chiffres, mais c'était beaucoup de vaccins. Là. On est pas... 100 000, là, je me rappelle. C'est 100 000 par semaine? Peux-tu que c'était ça le chiffre? Non, je pense que c'était par jour. Par jour. Oui, c'est vrai, parce qu'on fait du 50 000, je pense, en ce moment, right? Oui, en ce moment, on fait du 50 000. Donc, je pense que c'était même plus que 100 000. Je pense que c'était peut-être même jusqu'à 200 000 par jour. Là. Donc, ils sont capables de le faire. Puis là, justement, en ce moment, comme ils continuent de scale up progressivement, là, mais le step entre mai et juin va être quand même... tu sais, ça va demander d'avoir encore, tu sais, je vais pas dire de doubler, mais tu sais, d'augmenter quasiment de moitié les espaces qu'il y a là, le personnel puis tout. Donc, ça va quand même demander des ajustements. Là, donc, ça va être à voir. Je suis pas inquiet. Là. Plus aussi des plages que le monde vont être prêts à se faire vacciner. Là. Mm-hmm. Donc, tout est sur la bonne voie, en tout cas. De ce niveau-là, comme je dis, en ce moment, je suis pas inquiet de ça. Ça a l'air de bien se passer, de ce qu'on entend là. Je pense que les seules affaires, s'il y a une affaire inquiétante par ça, c'est les histoires de plages qui sont pas remplies, là, mais qui sont contrebalancées par le sans rendez-vous avec l'AstraZeneca, que je pense c'est une bonne initiative. Là. Donc, bref, en ce moment, les choses se balancent et ont l'air de se placer. Là. Donc, à suivre. Puis... Sinon, peut-être en dernière mention, là, on va mettre en lien dans les show notes. Il y a une vidéo qui a été faite par Radio-Canada, là, c'est vraiment pas long, là, moins de 2 minutes, là, qui explique le fonctionnement de l'ARNM chez les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Là. Oui, qu'on rappelle que c'est une nouvelle technologie. Là. Oui, nouvelle technologie de vaccination. C'est comme ça qu'ils ont été en mesure de le sortir aussi vite, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis, non, c'est vraiment intéressant. Une petite vidéo d'1 minute et demie à partager massivement. Puis, Alain, j'étais curieux de savoir, toi, est-ce que tes parents ont été vaccinés? Mes 2 parents ont été vaccinés, mais mes 2 parents, du moins, il y en a mon père au-dessus de 65 ans, donc ça va. Puis, ma mère, elle a une condition médicale là, qui lui a permis de se faire vacciner plus rapidement. Dans quel groupe d'âge? C'est pas trop indiscret? Dans les... Plus de 60. OK, mais le plus de 60 était déjà dans les plages qui sont, en tout cas, en date d'aujourd'hui. Oui, mais ça se fait, je pense que ça fait 2 semaines déjà que ça fait de vacciner. Là. OK, ben ça, techniquement, c'est dans les plages normales. Parce que mes parents, c'est tout récent, là, aussi, ils ont reçu leur première dose là, semaine dernière puis semaine d'avant. Oui. Donc, oui, ça se passe en. Puis, ça, c'est intéressant parce que, bref, je pense, en ce moment, tout ce qui est plus que 60 ans est ouvert partout à grandeur du Québec. Puis là, aujourd'hui, on a annoncé que dès demain, à grandeur du Québec, encore une fois, que les 2 autres paliers suivants, qui sont travailleurs essentiels et malades chroniques, en bas de 60 ans, vont pouvoir recevoir aussi leur vaccin. Oui, d'ailleurs, ma blonde qui se fait vacciner jeudi prochain. OK. Bon, ben, très cool, très cool. Puis ça, faut juste faire une distinction, là. Il y avait eu un autre groupe au tout début là, qui ressemblait à travail essentiel, mais c'est pas travail essentiel, c'est travailleur de première ligne dans les domaines de la santé, donc hôpitaux, puis justement les vaccinateurs eux-mêmes. Là.
qu'eux autres ont reçu leur dose dès ce moment-là. Le travail essentiel, c'est le reste des travailleurs essentiels. Si je me trompe pas, là, ça va être genre des enseignants, commis d'épicerie, des trucs de même. Là. C'est vraiment comme assez large. Là. Pas mal plus large. Tu vois, ma blonde, pourquoi elle est éligible? C'est parce que, oui, elle travaille dans un bureau, même si c'est infirmière, mais elle fait aussi des tests COVID des fois, donc elle est en contact de première ligne avec la maladie. C'est ça. Mais elle travaillait pas dans un endroit chaud, qui était jugé chaud, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu avant. Non, c'est ça. Son test, vu qu'elle fait comme, on va dire, un test COVID par jour, là, c'était pas considéré assez chaud pour autoriser première ligne là, comme infirmière dans un milieu hospitalier, là, mettons. Cool. Donc, puis ça, ce que ça veut dire, palier 8 et 9, c'était les avant-derniers paliers avant le dernier palier, qui est tout le monde. Donc, ça s'en vient. Ouais, après ça va être trouver sa plage et... oui, ben, j'ai hâte d'ailleurs s'ils vont changer les règles par rapport à ça, parce que là, on a un mélange de sans rendez-vous avec rendez-vous. Est-ce qu'ils vont garder le concept de rendez-vous? Est-ce que ça va être tout le temps de sans rendez-vous? Un mélange des deux? Ça va mon livre à moi, ça va être un mélange des deux. Là. Ben, moi, personnellement, je préfère avoir un rendez-vous là, que d'avoir la possibilité d'attendre 4 heures d'heure. Là. Moi aussi, là, c'est sûr, mais d'un autre côté, quand tu as des gros centres comme le Palais des Congrès, des fois, ça devient plus facile si tu as une grosse capacité de vaccination. De juste dire au monde, genre, ouais, venez-vous-en, puis on va vous vacciner. Mm-hmm. Donc, un peu comme c'est fait présentement avec l'AstraZeneca. Là. Ouais, ben c'est pour ça que je dis que c'est une bonne question, puis j'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, autre chose qui s'est passé dans le dernier mois, Alain, depuis qu'on a enregistré, Denis Coderre a officiellement annoncé son retour en politique municipale. Pour moi, c'est pas une surprise. Genre, c'était pas une surprise pour personne, surtout avec le livre qui est sorti. Là. On entendait déjà même parler, avant le livre, comme, ça tardait. Là. Même avant le livre, là, si tu m'avais demandé, là, j'aurais aimé ça l'enregistrer dans notre podcast. Là. Mais j'étais convaincu qu'elle allait revenir. Parce que c'est un gars qui aime beaucoup trop la politique municipale pour juste arrêter là. Ah oui, puis je suis vraiment pas surpris par rapport à ça. Là. Tu vois, moi, ça, je peux me permettre mes commentaires là-dessus, ce que j'ai trouvé drôle, encore une fois, entre guillemets. Là. Tu sais, j'ai mis un extrait là, de la page de Colin. De Tout le monde en parle. Là. D'ailleurs, si vous voulez voir l'entrevue, je dois le mettre dans les show notes. Là. Mais oui, il a annoncé ça à Tout le monde en parle. T'sais, au lieu de faire un communiqué de presse, un point de presse pour annoncer qu'il retournait, il l'annonçait à la télé. Donc ça, c'est très Denis Coderre de faire ça. Je vais d'abord dire ça. Puis, l'autre chose aussi, tu vois, l'extrait que j'ai mis, il a affirmé vouloir travailler mieux en équipe comparativement à ce qu'il a fait dans son précédent mandat, où que, justement, des reproches qu'on lui faisait, c'est de travailler souvent... je veux dire, quasiment de façon impulsive ou du moins de comme il prenait des décisions sans consulter personne ou sans jamais travailler avec sa propre équipe. Puis il a essentiellement annoncé à Tout le monde en parle qu'il revenait, qui se représentait comme candidat, puis qu'il voulait redevenir le chef du parti Ensemble Montréal. Puis seulement quelques personnes, selon ce qu'il avait dit, puis ça a été confirmé par la suite, là, étaient au courant. Mais le reste de l'équipe en avait aucune idée. Ils n'étaient pas au courant. Que moi, je trouve ça vraiment ironique de justement qu'affirmer ça, mais en même temps, il l'annonce à la TV, puis la majorité du monde qui ça concerne, ils ne savaient pas. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que Valérie Plante va proposer officiellement avec son parti Projet Montréal. Oui, ça va être très intéressant de voir. Encore une fois, son livre semble avoir, celui de Denis Coderre semble avoir amené quand même des trucs intéressants, mais rien de nouveau. Là. Venant de sa part, on pourrait dire que oui, mais c'était pas des choses qu'on n'avait jamais entendu parler. C'est juste des changements de position ou raffinement au niveau de ses positions plus qu'autre chose. Semble vouloir dire mise en avant du transport en commun puis de d'autres éléments qui sont quand même intéressants. Mais après, ça va être intéressant de voir la position de tous et chacun là-dessus puis de voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Là. Tu vois, de voir s'il va être capable de se présenter comme l'adversaire de Valérie Plante, qui est, ma foi, très polarisé là, à Montréal, surtout ces temps-ci. Là. Ouais. Puis, tu vois, Alain, là, tu viens de me faire penser à un sujet qui n'est pas du tout écrit dans les notes, puis que je vais parler de ça parce qu'on a parlé à l'épisode précédent, le rêve. J'ai finalement sorti mon vélo en fin de semaine dernière. Que j'ai dû d'abord nettoyer et gonfler les pneus.
Puis j'ai fait un tour sur le rêve, puis j'ai vraiment trouvé ça génial. C'est c'est tellement cool d'avoir un corridor nord-sud aussi large, bien délimité, qu'il y a de l'espace, puis que justement, que tu peux avoir du bon transit là-dessus. Là. Moi, je te l'ai dit, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai très vite compris le vibe. Là. Mm. Puis ceux qui ont des doutes, là, allez l'essayer. Mm-hmm. C'est un vélo qui traîne. Là. Hey, pour vrai, là, je trouve ça fou. Là. Ah, c'est vraiment nice. Puis toi, c'est dommage, tu as pu te rendre physiquement au travail, mais ça aurait pu, théoriquement. Y a-tu un nouvel une nouvelle config là, qui te permettrait d'y aller? Le problème dans mon cas, c'est que c'est pas tant un détour, mais pour la distance entre chez nous et le travail, c'est assez pour dire que c'est un détour en termes de proportion. Là. Dans le sens que moi, mon travail est techniquement sur la même rue que j'habite en ce moment. Que j'ai pas besoin de déplacement est-ouest. Mais si je veux utiliser le rêve, ben je dois rajouter un déplacement est-ouest de plus. Puis j'ai quasiment envie de dire que c'est 5 minutes. C'est un genre 3-4 minutes-ish pour de où que je suis, que je dois aller vers l'est pour aller rejoindre Saint-Denis. Puis après ça, je dois faire l'inverse encore une fois rendu en bas. Donc, je rajoute quasiment 10 minutes de plus à mon trajet. Sur de quoi qui me prendrait, normalement 10-15 déjà, là. Donc, c'est quand même moi, subséquent. Là. Ouais, je trouve que ça vaut pas la peine. Puis surtout aussi que quand je vais vers le sud, après le viaduc, il y a une bande là, qui est l'affaire la plus dangereuse au monde, mais il y a une bande cyclable sur Saint-Urbain. Puis sinon, il y a aussi une piste qui est sur Clark, qui est entre Saint-Urbain et Saint-Laurent aussi, qui elle est 2 directions là, dédiées. Donc, tu as des alternatives, mais dans ton cas, ton trajet, t'es pas avantagé à aller chercher ça. Là, non, c'est ça. Je ne crois pas. Par contre, si tu as à sortir du travail puis à te rendre à un emplacement qui n'est pas chez toi, là, ça devient automatiquement une option envisageable et intéressante. C'est définitivement la rue à prendre pour faire le nord-sud. Définitivement. Après ça, là, tu feras ton branch-off whatever où, là, quand tu vas aller vers l'est ou l'ouest. Là. Mais pour faire le déplacement nord-sud, c'est la meilleure chose à faire. Définitivement. Puis moi, tu vois, j'ai un nouveau corridor, là, puis honnêtement, cet hiver, j'étais vraiment impressionné, là. C'était vraiment rapidement déneigé, là. Beaucoup plus rapidement que ma rue. Puis, oui, ben oui. En fait, ça c'est une des choses aussi puis je pense que je l'ai vu pas mal tout l'hiver chaque fois que je passais justement devant le rêve, là. Il y a un gros changement au niveau des priorisations là, qui ont été faites pour assurer que les pistes, du moins celles qui sont déclarées comme étant 4 saisons, là, sont déneigées de façon rapide, efficace, puis vraiment bien faite. Oui, avec de l'abrasif là, qui permet de rouler. Là. Non, franchement, très impressionné. Là. Non, puis c'est même des commentaires que j'ai entendus du monde qui dit des fois, là, on voyait que les pistes étaient mieux dégagées que les rues et trottoirs eux-mêmes. Là. Les pistes étaient une des comme premières priorités là, qui étaient faites. Là. Puis c'était bien fait. Là. C'était vraiment bien fait. Là. Pour ceux qui pratiquent le vélo l'hiver, là, c'était définitivement probablement une des meilleurs hivers pour ça. Là. D'ailleurs, j'ai pas entendu de stats, là, mais probablement que c'était assez positif cette année. Là. Mais ça, c'est fou. Le monde ne réalise pas, mais il y a de plus en plus de vélos parce que le monde commence à comprendre que c'est la façon la plus simple de se déplacer à Montréal. Puis souvent la plus rapide, là, selon la distance. Là. Oui, mais ça, encore une fois, c'est un ratio de distance. Mais si tu habites à Montréal puis que tu fais un déplacement à Montréal, oui. Oui. Puis encore là, tu vois, je dis ça. Puis la piste du pont Jean-Cartier, je pense que c'était la première ou le deuxième hiver là, qui était déneigée pendant tout l'hiver. Donc ça aussi, c'est un autre gros plus là, pour ceux qui pratiquent le vélo. Ouais. Donc, c'est sûr que, encore une fois, probablement bon courage, que... Tu disais? Ça prend du bon courage, là, puis... oh my God, oui. Parce que c'est une... Je sais pas si tu as déjà pratiqué cette piste-là en vélo, là, mais c'est une pas pire pente, là. Ah, j'ose pas imaginer. Puis tu vois, en plus, le pire, c'est que cet hiver, ça a dû être... Puis en fait, en ce moment, de façon générale, ça doit être sous-utilisé, sachant que, justement, il y a beaucoup de monde qui travaille à distance puis qui vont pas se déplacer pour le travail, là. Donc, ça a dû être pas mal plus vacant que ça devrait l'être normalement, là. Mais, puis tu dis ça, Alain, puis genre, j'ai fait, je pense, à peine 10 km, là, quand je suis sorti en week-end en vélo, là. Puis, j'avais mal aux jambes. J'étais essoufflé. J'étais comme, my God, ça va mal. Il est temps d'en faire plus. Pour vrai, oui, là.
C'est le fun, le vélo. Non, il faut que je sorte le matin, là, je vais faire justement. Je pense que le vélo, c'est quand même bien, là. Ce que j'aime du vélo, c'est que ça te permet de vraiment voir plus d'options. Comme là, moi, je marche ces temps-ci, là, j'ai recommencé la marche régulièrement. Oui. Puis, j'ai quand même un peu fait le tour de tous les chemins possibles. On dirait qu'en vélo, tu décuples ces possibilités-là à cause de ta vitesse de croisière. Ouais, tu peux te rendre plus loin dans le même laps de temps, en effet. Donc, tu peux plus parcourir. Donc, ça te donne techniquement plus de choix, en effet. Oui. Que ça serait à regarder. Ouais, faudrait que j'en fasse plus, comme tu dis. En effet, là, je pense que je m'étais dit de le faire, mais il faut que... faudrait que je me lève plus tôt. Ouais, c'est toujours ça l'enjeu. Là. Donc, bref, on a parlé du rêve puis de vélo, mais on parlait de Denis Coderre, puis c'est ça. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose de plus d'autre à dire que Denis is back, puis on va bien voir ce qu'il va avoir à dire. C'est ça, il va peut-être être contre Valérie Plante, on ne sait pas encore. We'll see. Mais le monde, c'est pas nécessairement bleu et beau, là, son mandat, là. Pour beaucoup de monde qui était... non, moi, je parle pour Denis. Le monde oublie vite, là, mais Denis, il était pas apprécié. Non. Denis avait des reproches assez, je veux dire, sévères là, contre lui, là. On peut penser à la Formule E, là, qui avait été un des gros trucs qui avait fait beaucoup jaser. Puis bon, l'histoire du baseball qui revient d'ailleurs encore aussi. Puis la présence de la voiture. Bref, des priorités pas bonne place puis des décisions unilatérales que lui-même pris son part. Ça revient encore une fois au niveau du travail d'équipe. Que le monde a reproché, là. Mais tu sais, Valérie aussi n'a pas aimé tout le monde. L'histoire justement des vélos. Là. Il y a des pistes là, qu'il y a du monde qui n'ont pas apprécié ou des choses qui ont été faites. Puis... Du monde qui n'ont pas digéré que des places de stationnement se soient faites enlever dans des quartiers que statistiquement, ça n'avait pas de sens qu'il y ait autant de places de stationnement. Donc, ça va être encore une fois, ça va être intéressant de voir, mais ce sera pas parti gagné pour les deux candidats. Là. Puis à voir s'il va y en avoir d'autres, là, mais ça probablement les deux principaux. Là. Donc, oui. Alain, on a pris la semaine... Bon, je pense que c'est la semaine dernière. Puis là, ça me prend un lien. D'ailleurs, j'ai pas été trouvé de lien. Là, que le département des smartphones chez LG allait fermer. Je sais pas si tu avais vu la nouvelle. Oui, j'ai vu la nouvelle et je ne m'étonnais pas de la nouvelle. Là. Ah, je trouve ça tellement triste. Puis, en même temps, tu dis ça, puis je fais comme, ouais, c'est pas une grosse surprise, mais c'est quand même une surprise. Puis comme je dis, je trouve ça vraiment décevant parce que c'était quand même un manufacturier qui, selon moi, qui était quand même bien présent, qui amenait quand même des choses très intéressantes, qui était pionnier à plusieurs étapes d'ailleurs selon le... faut que je link la vidéo d'MKBHD, c'est super intéressant encore une fois. MKBHD qui a fait une vidéo là-dessus, puis il en a quand même bien parlé, puis en effet, là, LG a quand même apporté plusieurs trucs. Puis il a mentionné rapidement son vidéo, mais LG aussi a fabriqué, entre autres, le Nexus 4, Nexus 5, le 5X, qui étaient les téléphones de Google, mais LG était le manufacturier de ces téléphones-là. Donc, LG a quand même joué un rôle super important dans l'univers Android et les smartphones. Là. Oui, je dis pas que LG a pas fait du travail, mais quand on regarde dans le moderne, là, moi je connais personne qui a un téléphone LG en ce moment. Mm-hmm. Ouais. Ils ont de la misère à se positionner. Ils ont de la misère vraiment avec leur image de marque et leur popularité. Puis je peux comprendre aussi la décision parce que ça venait tellement cher de maintenir puis justifier des coûts de production, de développement de cellulaire quand ta part de marché rapetissait d'année en année. Là. Ouais, puis c'est peut-être ça une des erreurs. En fait, c'est probablement, on pourrait dire que c'est une des erreurs de LG, là, de ne pas avoir assuré, on va dire, assez de marketing ou d'avoir des ententes avec des carriers pour avoir poussé leur téléphone. Là. Des choses que je sais que Samsung va beaucoup faire, entre autres. Là. Samsung, ce que je trouve très bon comme move qu'ils ont fait ces derniers temps, là, c'est qu'ils ont sorti les séries A, donc des milieux de gamme qui vont beaucoup mieux répondre à la très grande majorité des clients. Mm-hmm. Moi, je regarde mes parents, les deux ont des Samsung série A. Je ne me rappelle plus le numéro exact. Ah, puis ils en ont plusieurs modèles d'ailleurs aussi chaque année. Là. Ultra satisfait du téléphone. Mm-hmm. Téléphone, c'est un téléphone de moyenne gamme qui va aller chercher un espèce de coût / performance vraiment très intéressant, plus intéressant que les flagships.
Oui, puis définitivement. Là, j'ai l'impression, LG, ils n'ont pas ça. LG, ils ont du haut de gamme. Puis le monde, surtout dans la communauté Android, là, ils vont avoir des Samsung Note. Ils vont, t'as-tu vu, j'ai mon nouveau Samsung le Note. Le S20, c'est ça que je cherchais. Oui, S20 maintenant, S21. Ouais, Note, des fois. On est rendu avec plusieurs d'ailleurs. Tu as le S21, S21 Pro, le Ultra, puis là, ils ont-tu enlevé une Note complètement, puis c'est remplacé par le... En tout cas, c'est... Je pourrais pas te dire. Mais bref, ils ont du très haut de gamme, mais ils ont aussi du milieu de gamme qui est très, très, très apprécié de la population parce que le monde, quand ils vont changer leur téléphone, ils aiment payer un montant genre mensuel, mais ils n'aiment pas débourser 300, 400, 500 $ pour le flagship. Puis c'est ça que ça permet de faire, le Samsung, avec cette gamme de prix-là. Puis qu'on voit pas chez LG. Puis non, donc, ça, d'après moi, c'est vraiment en bout de ligne un gros problème de positionnement de leur part qui a amené dans cette situation-là. Là. Malheureux. C'est très malheureux. C'est vraiment très malheureux. Mais c'est ça, c'est une décision stratégique qu'ils ont prise de laisser aller ce département-là puis de se concentrer sur les autres marchés dans lesquels ils sont présents. Puis tu vois, moi je vous annonce, ils viennent d'annoncer qu'ils sont morts, mais ça m'étonnerait absolument pas qu'ils retournent dans le marché des téléphones plus tard. Moi, je suis convaincu que c'est temporaire, cette affaire-là. Là. C'est-à-dire que s'ils découvrent une technologie ou s'ils se mettent à réinvestir un peu là-dedans pour comme revenir un peu aux bases, là. Un peu au même principe que Nokia. Là. Le Nokia que tout le monde disait « c'est fini, ils n'en auront plus ». Il y en a eu des nouveaux téléphones Nokia. Mm-hmm. Puis écoute, moi j'ai connu quelqu'un, là, il y avait un Windows Phone Nokia qu'il adorait, qui a beaucoup trop gardé longtemps parce que c'était un fan fini. Ah, je sais quel tu parles en plus. J'ai des images en tête, là. Mais, puis Nokia font aussi des bons soft phones, là, des téléphones à boutons. Ouais. Ils ont ressorti le vieux modèle original là, avec le... Puis ça se vend surtout... c'est pas moins populaire dans les marchés nord-américains, là, mais au Japon, le taux d'adoption là, des téléphones comme non intelligents est encore très présent. Wow! C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Donc, mais bref, c'est ça. Donc, c'est la fin. Mais ta position est intéressante, Alain. Puis, je sais pas. C'est quand même un gros move là, de complètement laisser aller le département. Donc, est-ce qu'ils vont pas réellement le laisser aller? C'est peut-être ça aussi la question, là. Mais s'ils laissent aller le département ils sont obligés déjà de supporter tous les téléphones qui ont moins de 2 ans de vie. Ça, c'est au minimum là, pour la fin de durée de vie utile. Ça, c'est au minimum. Après ça, quand ça va être tout fini, je comprends qu'ils sortiront plus de nouveaux modèles. Pour combien de temps? C'est plus ça, moi, la question que je me dis. Là. Mais je comprends un peu leur point de vue. Il faut vraiment qu'ils retravaillent sur leur image, sur leurs produits pour sortir avec quelque chose de fort pour compétitionner contre Samsung qui est très, très, très dominant. Puis là, on n'a même pas parlé d'iPhone là-dedans. Là. Non, ça, là, on parlait purement Android. Il y a d'autres manufacturiers en ce moment là, qui font des téléphones aussi. Ben, Google font leur propre téléphone. Là, j'allais dire... Il y a OnePlus aussi qu'on parle très peu, mais c'en est un autre aussi, là, qui fait des téléphones. Ouais, tous mes amis ont des OnePlus, sans exception. Mais une branche, là, un cercle d'amis, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai vu, là, ils ont tous des OnePlus. OnePlus, qui est une compagnie chinoise qui fait des téléphones... moi, je parlais du milieu de gamme, là. Eux autres, ils font à prix de milieu de gamme qui ont des specs comme vraiment supérieurs au milieu de gamme, là, qui se rapprochent beaucoup des premium. Là. OK. Oui. En fait, maintenant, ils ont 2 gammes. Là. Ils ont racheté une gamme plus, je veux dire, mon Dieu, budget. Là. Parce ils n'ont pas eu le choix d'y aller comme ça, là, parce que je sais pas si tu te rappelles, le premier OnePlus, son surnom, c'était le... comment il appelait ça? C'était le... Flagship Killer? Flagship Killer, exactement. Ouais. Flagship Killer. Incroyable. Donc, il y en a d'autres, là. C'est ça, il n'y a pas juste Samsung, il y en a d'autres qui font du Android. Il y en a déjà beaucoup. Donc, c'est pour ça que dans l'univers Android, c'est difficile d'avoir des parts de marché. C'est très difficile d'avoir des parts de marché. Donc, c'est sûr que si tu te bats pas activement ou que tu t'arranges pas pour garder ta place, mais en effet,
c'est ça qui arrive dans ce temps-là. RIP LG pour l'instant. Ouais, RIP téléphone LG. Téléphone LG, oui, effectivement. Les télés, ça va continuer d'exister, là. Ne vous en faites pas. Alain, un autre truc que je voulais te parler que j'ai vu passer, puis ça, c'est juste parce que c'est arrivé à ce moment-là. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit parler maintenant, mais je trouve ça quand même intéressant d'en aborder, là. Le design de cet appareil-là, qui s'appelle le Insta360 Go 2. Donc, Insta360 Go 2. Qui est une espèce d'appareil, une espèce de caméra sport, même principe que GoPro, mais dont le design, je trouve, tellement incroyablement bien fait. Là. Puis je t'avais envoyé des liens. J'ai regardé les liens, puis je suis vraiment dans la même optique que toi. Là. Ça, on parlait du flagship killer pour le OnePlus, mais dans mon livre à moi, ça, c'est le GoPro killer. Là. J'ai vu des affaires là-dedans là, beaucoup trop belles. Le footage il est clear, le form factor il est minuscule. Ouais. Ah oui. Juste pour ceux qui n'ont pas de support visuel, là, j'essaie de juste décrire rapidement. Là. Donc on parle d'une caméra sport, là, je pense que c'est une meilleure description, là, qui est ultra compacte. Je pense que c'est la première chose qu'on doit dire. Là. En termes de grosseur, je vais dire, mettons, ça a la taille d'une gomme à effacer. Genre, sérieusement, là, ça ressemble vraiment le même genre de grosseur que ça là. Ça fait du footage, bon, c'est quoi? C'est du 4K, ça? Ou c'est du 2K? Ça fait du 16:9 2560 par 1440. Ouais, c'est quoi comme résolution, ça? C'est du 2K ou 4K, ça? Commonly referred as 2K, donc. C'est du Wide Quad High Definition. Donc, WQHD. Bref, excuse-moi. Donc, c'est du 2K qui vient justement, encore une fois, dans un truc super... Mon Dieu, ça vient avec tous ces accessoires-là. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Donc, accessoires. La caméra, qui est grosseur de néfaste. Ça vient avec un case qui permet... D'ailleurs, c'est le case qui permet de charger la caméra. Donc, la caméra n'a pas de port physique dessus. C'est au travers du case que tu vas charger... la caméra, comme les AirPods Pro que tu mets dans le case. Là. Donc, tu fais la même chose que la caméra, tu la mets dedans, puis là, c'est au case que tu vas brancher ton fil USB. Le case lui-même sert de support de table. Donc, tu mets la caméra dans le case que tu vas garder ouvert, puis le case lui-même, il y a comme deux petites pattes qui permettent de déposer sur une table, puis ça devient un support de table. Ensuite de ça, les autres accessoires, tu as un mount. Ça, c'est spécial. C'est une espèce de collier que tu mets au cou, que tu peux mettre, qui vient avec une espèce de plateau. Ça ressemble à un petit disque, qui, bon, j'imagine un peu plus gros. Mettons une grosseur d'un sous-verre, que tu peux mettre, mais je pense que c'est vraiment plus petit, là, que tu peux mettre en dessous de ton chandail. Puis par-dessus, tu vas pouvoir déposer la caméra dessus à l'aide d'un aimant qui va tenir au travers de ton chandail. Donc, tu as la caméra qui va tenir sur ta poitrine, sans même qu'il y ait absolument rien visuellement qui laisse transparaître que ça tient après quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant là, quand on va voir les vidéos de ça. Là. C'est super. Là. Ça te permet d'avoir des angles vraiment intéressants. Puis on s'entend à 2.5K, là, si le lens est beau, comme on voit que le lens est beau dans les footage, là, c'est magnifique. Tu n'as pas besoin de 4K, encore moins de 8K de nos jours. Là. Ah non, mais c'est fou, là. Puis ça vient avec deux autres mounts. Un qui ressemble, mettons, quelque chose pour mettre sur le top d'un livre ou de ton écran, mettons, pour t'en servir comme webcam. Puis un autre qui est un truc, je pense, qui est aussi magnétique, qui vient sur un ball bearing. Donc tu peux l'orienter comme tu veux, que je pense que tu pourrais mettre, mettons, sur ton frigo ou sur une porte ou quelque chose, là. C'est spécial, là. C'est vraiment spécial. On a mis les liens dans la description, là, mais c'est juste montrer que c'est, encore une fois, c'est un exemple pour moi d'un produit qui a un excellent design, qui a bien été pensé, il vient avec tous ces accessoires-là, d'ailleurs, c'est même pas en dessus, là, ça vient avec ça dans la boîte, là. Puis, wow! C'est fou, là. Moi, je trouve ça passionnant, là, de voir un truc comme ça, là. Je le confirme. On peut dire que c'est un produit. Il est Bonjour à Montréal proof. Là. Mm-hmm. Les deux, on est vendus. Si j'avais jamais acheté une caméra dans ce genre-là, c'est quelque chose à conseiller. Là, je sais plus c'est quoi les prix, par contre, là, sur notre histoire-là. En USD, si on prend juste le kit de base avec tous les accessoires que tu nous as dit, on parle de 400 USD. Ah, $400, ok, ça.
américains. Ça se compare là, avec les prix GoPro, d'ailleurs, là, en tout cas, dans le temps là, que je regardais pour des trucs comme ça. Là. C'est peut-être les choses qui sont plus, je veux dire, problématiques, là. Mais la durée des vidéos elles-mêmes qui sont très, très courtes, en fait. Là. On parle de combien de temps? On parle de 15 ou 30 minutes selon le mode. Là. Donc, c'est très court. Là. C'est pour des petites séquences que tu utilises cette caméra-là. Puis, est-ce que la recharge peut se faire rapidement? Oui, ça, si tu utilises ça, c'est une autre question. C'est en fait à quelle vitesse ça recharge s'il n'est pas dans le case. Si tu le laisses dans le case, ça peut être un problème. Mais si tu le mets pas dans le case, ça prend 23 minutes pour 80%, 35 pour 100%. 23 minutes, c'est quand même pas tant que ça. Là. Ouais, puis j'espère que la question, c'est quoi la durée de vie, là? Ah, attends, c'est en cran dessous. Bon. C'est le double des chiffres que j'ai donnés tantôt, je crois. Donc, tu vas pouvoir arracher 2 séquences avant de devoir le recharger à nouveau. Comment? Puis si tu mets dans le case, là, tu as 150 minutes. Ah, c'est excellent. Donc, ça, c'est juste une des configurations, par contre, là, qui te permet de faire ça. Le reste, c'est comme très, très court. Là. Mais pour des petites séquences, c'est très cool. Mais tu sais, si t'es un professionnel, il n'y a absolument rien qui t'empêche d'en acheter 2. Oui, puis de hot swap. Hot swap, exactement. Puis d'avoir... ou ils ont aussi tu sais, le Go-To, c'est un de leurs modèles, là, mais ils en ont des plus chers qui doivent justement sûrement donner un format un petit peu plus gros, mais plus de durée de vie. Puis oui, c'est ça. J'ai pas regardé les autres produits, puis je sais que Insta360 faisait déjà d'autres produits qui étaient intéressants. Là. Je vais d'ailleurs mentionner aussi, tu vois, là, ça c'est en su, mais tu vas avoir un adapteur pour utiliser, mettons, les mounts GoPro universelles, là, que plusieurs autres manufacturiers ont imité aussi. Là. Donc, si tu as déjà une panoplie de mounts GoPro, ben, tu peux chercher l'adapteur qui permet de mettre la caméra dedans, puis après ça, ben, tu peux t'en servir sur toutes les autres mounts que tu as déjà. Là. Qui est aussi excellent. Très bon avantage, je crois. Là. Excellent. Ça va être dans les descriptions. Oui. Puis juste le dire, là, parce que c'est quand même intéressant, je me trompe pas, c'est waterproof comme caméra. Parce que justement, il n'y a pas de fil dessus. Là. Ça m'étonnerait que ça le soit pas. Là. Mais je le vois. Oui, 13 pieds. Sous l'eau. Ou 4 mètres. Ben, c'est excellent, ça. C'est excellent, oui. Je pense que c'est IPX8 waterproof. Je connais pas le standard exactement ce que ça dit, là. Mais dans le thumbnail, il parle de 13 pieds ou 4 mètres. Wow. Ah non, pour vrai, là, c'est impressionnant comme produit. Donc, si vous êtes à la recherche d'une caméra, vous en donnerez des nouvelles. Puis Alain, je viens de rajouter à la volée un dernier point de follow-up, juste parce que j'ai une tune qui me trotte dans la tête. Je pense que le dernier épisode, on parlait des bibliothèques de musique. Puis justement, pas longtemps après ça, je me suis mis à aller rechercher des trucs que ça fait longtemps que j'avais sur mes listes. Donc, j'ai téléchargé, je pense, au-dessus de 50 albums de divers artistes. Là. Il y a plusieurs artistes là-dedans qui se répètent. Là. Mais quand même beaucoup. Il y a beaucoup de stock. Puis tu vois, je découvre des affaires que c'est beaucoup de bonnes nouvelles affaires, mais il y a des affaires que je suis comme ah, ça me déçoit. C'est toujours comme ça quand tu découvres. Là. Ouais. Tu vois, moi, notre personnel rapide, là, ces temps-ci, j'aime bien la musique turque. Je sais pas pourquoi. Turque? Oui, absolument. Wow. Je trouve ça fantastique. Mais on va dire musique du Moyen-Orient. Là. Ces temps-ci, ça roule beaucoup. Là. Je trouve ça magnifique. OK. Je pense que j'ai jamais aimé ça. Mais non, tu m'enverras... en fait, tu nous enverras quelques recommandations. Si on veut se lancer quelque part. Qu'est-ce qu'on devrait écouter? Oui. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Je vais te laisser une note pour que tu puisses... Puis moi, je vais juste te partager, dans le fond, 2 choses. Je ne partage pas toutes. Là. Je commence à en écouter bien du stock. Puis de la grande majorité de ce que j'ai téléchargé, je suis bien content. Là. Puis je découvre des affaires. Puis c'est très, très cool. Là. Mais tu vois, je pense que le premier truc que j'avais téléchargé, puis le premier truc que j'ai écouté, puis c'est une annonce d'ailleurs, je pense qu'on avait parlé, on a abordé brièvement dans l'épisode précédent, là. Mais Daft Punk qui n'est plus. Puis je m'étais rendu compte que j'avais jamais vraiment écouté les premiers albums de façon intégrale. Oh my God. Puis je connaissais beaucoup de leurs tunes.
Puis je me suis rendu compte de ça. Mais tu vois, c'était ma grosse déception. C'est les premiers albums de Daft Punk. Puis l'impression que ça m'a donné, c'est toutes les tunes qui étaient bonnes, que je connaissais, qui étaient bonnes, qui étaient les tunes que j'avais à connaître, puis les autres étaient pas tant intéressantes que ça. Tu vois, mais c'est vraiment... c'est spécial. Mais tu vois, moi, il y en a un vieil album que j'adore, que personne n'aime, là. C'est le... Je vais retrouver le nom, là. Discovery, Homework, ou c'est l'autre? Discovery. C'est Discovery que j'aime beaucoup. Discovery, puis on s'entend là dans les trois premiers avant Random Access Memories, là. Oui, je pense Discovery, c'est celui-là qui a le plus de stock, puis quand je dirais la moitié des tunes, je les connaissais déjà, là. Mais l'affaire, c'est que l'autre moitié que je connaissais pas, ben c'était pas des tunes intéressantes. En bout de ligne, c'est ça. Que dans le sens, j'ai pas apprécié, j'ai pas accroché. Puis je suis comme, ouais. Ah, yeah, c'est ça, des choses terribles. Tous les goûts sont dans la nature. Là. Non, je sais, mais c'est dans le sens, c'est le genre de truc que je m'attendais à comme apprécier. J'avais comme des expectations, I guess. T'avais trop de hype. Ouais. Dommage. Puis tu vois, un autre truc, je veux dire comme similé dans le même genre, là, on s'entend, c'est pas exactement la même chose, là. Mais je pense qu'on avait déjà parlé, là. Justice, j'imagine que je pense que je t'avais parlé de ce groupe-là, right? Mais je connais très bien Justice. Je sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé, mais... Mais je t'avais parlé à cause d'une tune, je pense à un moment donné, puis je connaissais... Je me suis rendu compte du premier album. Je connaissais 2 tunes sur l'ensemble de l'album, puis pourtant, l'album est... Tu sais, mettons, je compare ça avec Daft Punk, là, comme simili dans le même genre, là. Pour moi, Justice, c'est comme vraiment mieux, là. Mais Justice, c'est très intéressant, là. Ils vont vraiment chercher un style avec la French Touch. Ouais. French Touch. Puis c'est pour ça que je compare un peu, c'est dans l'électronique puis c'est français, là. Donc c'est un peu pour ça que je me permets de comparer, là. Puis bref, je pense qu'ils ont 3-4 albums que j'ai téléchargés, 2 autres. Right, en ce moment, j'ai checké, là, mais en tout cas, c'est les chiffres que je me rappelle. Mais ça là. aussi, ils sont pas tous bons, là, les albums, là. Tu dis? Ils sont pas tous bons, les albums. Non, là. c'est ça. Encore une fois, ça, c'est inégal. Puis ça va dépendre d'une tune à l'autre aussi. Il y a des affaires que je vais accrocher, d'autres que j'accrocherai pas. Puis tu vois, je pense, là, en ce moment, là, comme j'ai une tune en tête en particulier, puis c'est celle qui est la tune du titre de l'album d'ailleurs, là, qui est audio vidéo disco. Genre, j'ai ça en tête. Genre, ça n'a pas rapport, ça me fait juste trop rire. Très bon beat, c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Mais bref, je continue de découvrir des affaires, puis c'est toujours bien agréable quand tu écoutes des nouvelles affaires, puis c'est comme, ah ouais, c'est bon ça. On est rendu le 13 avril, mais le 1er avril est passé, hein, puis ça fait un moment qu'on a enregistré notre dernier épisode. On voulait vous parler des événements qui est arrivé un peu cette année, là, ce qui nous avait un peu surpris. On peut voir ce que les différentes personnes, bref, ce que nous, dans notre entourage, puis ce qu'on a pu voir sur Internet, ceux qui ont eu de l'imagination puis qui ont fait des choses pour célébrer le 1er avril. Moi, il y avait une collègue qui avait dit, elle m'avait dit en blague, 1er avril, je quitte, puis je l'avais comme, c'est triste, je quitte, gna gna. Finalement, une semaine plus tard, elle a reçu une offre dans une autre entreprise, puis elle est vraiment partie. Ok, attends, mais c'était vraiment une joke, puis après ça, c'était vraiment vrai. C'est ça, exactement. Oh my god. Non, ok, mais c'est bon pareil, là. Fait que 1er avril, elle me dit ça, j'ai reçu une offre. Là, après ça, elle se sentait mal parce que genre 7 jours plus tard, elle a reçu une vraie offre. Puis là, elle me dit, j'ai reçu une offre, puis je l'ai acceptée. Je suis comme, là, c'est pas une joke, là. Elle fait non. Puis la première fois, j'avais pas d'offre, puis j'avais pas l'intention de partir. Mais non, mais c'est bon, là. C'est vraiment trop bon. Wow. Mais c'est mais j'espère que c'est pas trop triste comme départ, là. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Puis en plus, mon boss, il est pas physiquement présent au Canada pour engager quelqu'un d'autre. On parlait, c'était son adjointe dans le fond. Ok. Quand même, hein. Puis en ce moment, à job, sans rentrer dans les détails techniques, là, sont après installer une nouvelle zone à l'étranger. Puis ils n'ont pas le choix d'y aller en COVID puis de faire les isolements parce qu'on n'a juste plus de place dans nos serveurs. Ils l'ont reporté, mais là, pas le choix. Là. Fait que là, lui, il est parti avec un autre de mes collègues. Il faut qu'il fasse l'isolement en arrivant en Europe, puis il va falloir qu'il fasse l'isolement en revenant ici.
épouvantable, ça. Je suis juste curieux comme ça. C'est une chose que vous avez considéré d'aller chercher, par exemple, de l'espace sur Amazon, le temps de faire des transitions comme ça? Non, absolument non envisageable. OK. Parce que on vend le produit American Proof, là. C'est-à-dire, je sais pas si tu savais, là, il y a le Cloud Act aux États-Unis qui permettent aux États-Unis d'accéder genre à n'importe quel data. Ouais, ok. Mais nous, on est comme un peu protégés de ça, même si, évidemment, avec un warrant, on va laisser entrer. Là. Mais ça prend un mandat. Oui. Ça peut pas juste sous prétexte du Cloud Act. Puis ça, c'est très précieux pour mes patrons. On veut être propriétaire de toute l'infrastructure puis absolument rien faire passer par un fournisseur tiers. OK. Le seul fournisseur qu'on a, dans le fond, c'est la cage qu'on loue dans un data center. Ouais, c'est ça. Mais le reste de ce qu'il y a dedans, c'est à vous. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, à cause de cette vision-là, ils n'ont pas eu le choix. Là. Ils ont reporté, mais les clients n'arrêtent pas d'augmenter. Puis, à un moment donné, là, vient un moment où est-ce que tu as plus de clients que tu as de serveurs de disponibles. Là. Damn. C'est quand même spécial, ça. Ouais, victime de notre succès. Donc, Alain, moi, je vais te raconter ce que j'avais fait au travail. J'essaye toujours à chaque année de faire quelque chose de coquin, drôle et de différent. Puis cette année, ce que j'ai fait, j'ai quand même été quelque chose de simple. Puis évidemment, normalement, je fais aussi des trucs qui sont comme semi-personne ou en personne, je veux dire, quelque chose qui a rapport au travail, mais là, comme évidemment, remote oblige. Je ne sais plus ce que j'ai fait l'année passée, en fait. Maintenant, j'en parle. Peut-être à cause de COVID, j'avais absolument rien fait. Puis à cause c'était comme assez nouveau, là, 1er avril l'année passée. Je m'en souviens plus. Donc, cette année, ce que j'ai fait, c'est dans notre bug tracker, on utilise Redmine, Bug Tracker qui est l'outil qui permet de faire le suivi de toutes les demandes, bugs et autres par rapport à différentes applications, services que l'on a. J'avais racheté un script qui faisait en sorte, puis le script était activé automatiquement par la date, donc j'avais rien à faire. Il était déployé d'avance, puis c'est pas un problème. Là. Mais donc, ce que le script faisait, c'est à chaque fois que tu cliquais sur un lien, n'importe où dans l'interface, ça déclenchait un script qui comptait le nombre de fois que tu cliquais sur différents liens. Puis à chaque fois que tu cliquais, tu augmentais un taux de chance que quelque chose se produise. Puis le quelque chose, quand ça se produisait, c'était que tu étais redirigé vers un des 3 liens YouTube que j'avais hardcodé dans le script. Puis les 3 vidéos, c'était 3 vidéos évidemment bâtards. Le premier, c'était Rickroll. L'autre, c'est Mr. Trollolo. Puis le 3e, c'était le Gandalf Nod là, sur la tune du Epic Sax Guy. Je vais mettre les lignes dans les show notes. Là. Mais bref, c'était... Je pourrais faire un autre chant du Epic Sax Guy, mais je suis pas sûr que ça vous tente de m'entendre chanter ça. Mais bref, que c'était ça qui était fait. Puis selon évidemment le monde, c'est ça aussi qui est drôle, c'est selon l'interaction que le monde faisait avec Redmine, il y en a qui tombaient plus souvent dedans juste parce que leur travail leur demandait de plus d'interaction avec Redmine. Mais je pense que c'est près tout le monde tomber dessus au moins une fois dans la journée. Là. Donc, ouais, c'était drôle. Puis évidemment, le monde semble avoir apprécié de ce que j'ai pu en comprendre encore une fois à distance. Mais ouais, c'est difficile d'évaluer les live reactions. Là. Mm-hmm. Moi, tu vois, je me suis fait Rickroll parce que souvent, des fois, on se fait... va donc tester mon site, parce qu'on a des espaces à nous pour vérifier, valider des affaires. C'est magnifique. Puis évidemment, genre, une redirection vers YouTube Rickroll le 1er avril. Là. J'en ai eu une par mon collègue. Genre. Ah, c'est parfait, ça. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Il se trouvait bien drôle. Ah, ben, moi, je me suis trouvé bien drôle aussi, là. Moi, la piste, ça me fait tellement rire, je pense... Un de mes premiers collègues qui m'écrit comme... Je pense qu'il était 8h15, genre. Je suis comme, my God, t'étais vite, est-ce qu'à le pogner? C'est excellent, ça, avec de plus en plus de chances de le pogner. Ouais, en bout de ligne, la formule que j'avais faite, c'était le nombre de clics moins 5 divisé par 100. Donc, dans le sens, tu avais un 5 clics que tu étais assurément que ça n'arrivera pas. Puis après ça, ben, c'était le nombre de clics sur 100 après ce 5-là. Donc, tu sais, normalement, ça arrivait toujours... De manière générale, je pense, autour entre 10 et 20 clics, tu allais tomber dessus. Là, parce que c'était à chaque fois que tu cliquais, tu avais ce taux de chance-là aussi. Là. Donc, ça arrivait assez rapidement quand même. Là. Puis une fois que c'était hit, c'est le compteur, il s'était. Ouais, le compteur revenait à 0 puis ça continuait.
Mais c'est quand même courageux, là, parce que t'as tes boss qui utilisent ça aussi, là. Puis tu vois, hey, le pire, là, genre, oh oui, ça, je pense, j'ai entendu comme dans quelques histoires par rapport à ça, mais je pense une de ceux-là, c'était mon boss qui faisait de la formation encore avec, on a eu une nouvelle chargée de projet, en fait, depuis, mon Dieu, il fait quelques semaines, un mois ou ish, là. Puis je pense justement qu'il y avait comme soit de la formation ou quelque chose qui faisait entre ces deux-là, puis ils ont eu beaucoup de traits avec Redmine, puis c'est arrivé plusieurs fois dans un appel qu'ils ont eu ensemble. Puis ça avait l'air bien drôle. C'est ce qu'on m'avait dit. Hey boy. Mais est-ce qu'il savait que c'était toi qui avais fait ça? Oui, d'ailleurs, j'ai laissé un commentaire dans le script parce que la dernière chose qu'on veut, c'est penser qu'on s'est fait hacker. Là. Que j'avais laissé un commentaire dans le script pour dire que c'était moi. Puis oui, quand le monde me demandait, j'étais comme, ben oui, c'est moi qui ai mis ça. Hey boy. Mais oui. Effectivement, là, ça peut faire peur. Là. Non, mais c'est parce ça. que ça, c'est le troll de l'Internet. Là. Fait évidemment, genre que. Mais à un moment donné, j'ai déjà vu un client qui s'était fait hacker. Ça faisait une redirection vers Rickroll. Mais c'était c'est les hacks les plus passifs, ça c'est parfait, là. Mais en même temps, tu sais, il y avait ça quand il allait visiter son site, mais c'est pas bright du hacker parce que le client le remarque tout de suite. Il fait. Non, mais ça, encore une fois, pour ça, je dis que c'est comme les trucs vraiment les plus innocents, de guillemets. Si on s'entend, le reste du site, là, en arrière, là, il a rien touché, là. Il a juste mis une redirection sur la main page, il n'y a pas de chat DB ou rien, là. C'est probablement le meilleur case qui pourrait arriver, là. Parce que justement, c'est super innocent, tu t'en rends compte tout de suite, puis t'as rien en arrière qui a actually été affecté. Tu peux roll back un backup rapide. Là. Ouais, c'est ça. Ben, et c'est de trouver le problème puis de le corriger, évidemment. Là. Mais ouais. Oui, non, mais ça c'est c'est le classique, là. Ouais. Mais ouais, non, ça c'est... Le monde qui se font hacker dans mon travail, là, c'est tous les jours. Tous les jours. Je parle du jardin, là, je retourne sur le jardin, là. Regarde, je vais dire la phrase que je dis. Moi, je travaille dans le web. Ouais. On est un hébergeur, là, mais on fait affaire avec des clients, des monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont aucune expérience sur des sites web. Là. Mais je dis la phrase suivante. Un site web, c'est comme un jardin. Là. Ça prend de l'eau, ça prend de l'entretien tout le temps. Avec l'industrie qui s'évolue, la technologie, le code qui va s'évoluer. Ça prend de l'entretien en permanence pour s'assurer que tout roule proprement. C'est pas, vous pouvez pas faire un site, le laisser là, puis penser qu'il va fonctionner dans 5 ans identique. Là. Alain, c'est une analogie qui est magnifique. Ah non, ça c'était quand je cherchais à web, même chose. Là. Le monde des sites WordPress par jour qui se faisaient hacker, là, tout bout de champ. Ah. Mettez vos choses à jour, mettez vos ordi à jour. Exactement, c'est très important. Puis Alain, ce que je voulais faire, c'est partager 3 autres choses que j'avais vues la journée du 1er avril. Puis mon Dieu, il y en a des bonnes là-dedans. Là. On a parlé de MKBHD tantôt. Donc lui, il a fait un vidéo où il faisait un review de son chien qui s'appelle Mac. Donc comme c'est un produit, qui a un nouveau produit sur le marché, puis évidemment, ça s'appelle un Mac, donc c'est drôle. Puis il a fait un review justement de performance, spec, design, tout, là, comme se faire un produit, mais c'était son chien. Là. C'était bien cute comme vidéo, puis c'était bien le fun. Puis ça, c'est un petit truc de même, je veux dire, facile à faire, innocent, puis justement le fun dans ce sens-là. Puis justement, ça se rend compte. C'est un truc que je pense que t'as bien apprécié. Après ça, moi, j'ai vu ton autre lien que t'as mis du Stack Overflow. Ouais. Beaucoup trop drôle, là. Ça fait penser à des trucs que Google avait fait aussi, genre des claviers emoji, des trucs de même qui étaient en joke. Là. Bref, c'est un clavier pour copy-paster à 3 touches. Là. À 3 touches, exactement. Parce que on sait tous, le travail des programmeurs, c'est du copy-paste. Là. Mm-hmm. Sur Stack Overflow, c'est ça que tu fais. T'arrives, tu trouves ta solution, tu copies, puis tu pastes dans ton code. Puis après ça, tu tweaks pour faire marcher, mais c'est pas mal ça. Là. Mais ce mythe-là, il est, ma foi, très présent. Parce que ça peut arriver des fois. Là. Surtout quand tu joues avec un nouveau langage que tu n'as jamais touché avant, tu peux aller voir un peu la syntaxe, puis tu l'adaptes. Puis tu sais, tu dis ça, j'ai pas l'impression que je fais actually l'action de copie-colle souvent, genre, dans le genre de... peut-être le genre de problème que je vais trouver là. Je pense plus souvent qu'autrement, quand c'est des trucs, ça va être du JavaScript que je vais besoin de copier-coller. À part ça, généralement, c'est des problèmes particuliers, mettons par rapport à un framework, l'intégration de librairie, des trucs comme ça, ou mettons un shell script que... Ouais, c'est plus souvent qu'autrement, je vais juste voir la solution, je suis comme, ah ben oui, c'est ça, puis juste le faire de mon bord qui n'est pas nécessairement comme exactement ce qui était écrit, tu vas l'adapter, ça répond exact. à mes questions. Oh, ouais. Que
Ouais, j'ai pas l'impression que je copie-colle tant, si souvent que ça. Mais tu vois, moi, j'étais prêt à prendre justement du PowerShell que j'avais jamais touché avant. Ah, Puis, tu peux en copier-coller, toi. mais non, pas tant, non, Ok. justement. Il y avait une validation que je voulais faire, d'ailleurs. Une validation avec PowerShell, là, c'est pas son fort. Là. Mais bref, sans rentrer dans les détails, Oh, ouais. j'avais pris la solution de tout ça, puis je l'avais adapté. J'avais mixé 2 solutions ensemble pour arriver à ce que je voulais faire. Qui était d'ailleurs, oh mon Dieu. Là, en plus, je me forçais. Là, c'était un exercice. Je fais page suivante, puis il est marqué genre... maintenant que vous avez réussi à faire ce que je vous demandais de faire, mettez-le avec une vérification, là. Mais sans nécessairement le test que moi j'essaie de répondre, genre. Parce que le prof était au courant que c'était comme pas facile à corriger, genre. Hey boy. Anecdote par rapport, là. Là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça. Puis bon, en fait, puis pour venir avec Poisson d'avril, donc pour moi, la médaille d'or va à ce que la vidéo que Linus Tech Tip a faite. Puis je pense que tu l'avais regardé, là. Mais oui. Wow. Linus s'est donné. C'est parce qu'ils ont poussé jusqu'au bout le gag, là. Oui. Tu veux-tu en parler, Pat? Ben oui, ça, pour décrire exactement ce qu'il a fait. Donc, il a fait une vidéo de présentation de son OnlyFans. L'ensemble de la chose et du OnlyFans qui était vrai, mais c'était la joke, c'est d'avoir fait ça. Puis, je veux dire, la vidéo, là. Genre, la vidéo, il commence à en parler comment, ben, vous avez été nombreux à avoir demandé, puis blablabla. Puis pendant qu'il parle, il enlève des morceaux, il enlève sa veste, il enlève son t-shirt, il commence à enlever des morceaux de vêtements pendant qu'il parle, jusqu'à temps qu'au milieu du vidéo, il se ramasse, genre, en apparence nue, en dessous d'une couverte, là. Que passe le trois quarts du vidéo, il est en chest, là. Il n'y a pas de t-shirt à rien, là. Puis il continue à parler encore une fois, je veux dire, il a érotisé comme toutes des choses par rapport à comme des ordi components puis des trucs là. Que c'était toujours à saveur, je veux dire, informatique là. C'était drôle là. Tu sais, encore une fois, en se prenant au sérieux là-dedans, puis c'était spécial. Mais ils ont actually fait là, OnlyFans. Là. C'est ça, qui est malade. Là. Ils ont pas juste fait une vidéo disant qu'il y avait un OnlyFans, ils se sont fait un OnlyFans. Ils l'ont fait pour vrai et le monde se sont abonnés. Ils ont été dans le top de la plateforme ce week-end-là qui ont fait ça. Puis souvent que le monde envoyait des tips puis il répondait avec des images de justement d'ordi, du CPU, whatever ce qu'il répondait ou ce que le monde demandait. Là. Oui, ça, le monde envoyait. C'est vrai, c'est parce que j'ai écouté le podcast après pour justement savoir comme my god, c'est quoi le backstory en arrière de ça. Justement, il disait il recevait des demandes spéciales de trucs comme loufoque, puis il le faisait, puis il renvoyait des photos. Mais ces demandes-là étaient accompagnées de tips, puis ils ont reçu les tips, puis le monde payait, puis... s'ils payent, pourquoi je le ferais pas, tu sais? Ouais. Oh my god, c'était... Des affaires du genre insérer la carte graphique. Oui, je pense que c'est un très bel exemple que tu montres, ouais. Des trucs, toujours avec des jeux de mots, puis des trucs comme ça, là, ouais, c'était bien pensé, c'était bien exécuté. Il existe-tu encore, cet OnlyFans-là? J'en ai aucune. J'ai pas été voir. J'ai pas été voir. J'ai jamais été sur le site de OnlyFans J'ai jamais été moi non plus, que je peux même pas répondre. Je pourrais aller voir si le lien est encore là. Fait que navigation privée. Ouais. Attendez. pendant que tu fais ça, je vais juste dire ce que j'ai entendu dans le podcast. Donc, en fait, la question que se demandait, Linus disait au début, mais on va le garder pendant le week-end, puis lundi, on va l'enlever. Puis là, au travers, je comprends bien le podcast enregistré soit dans un Discord où que le monde peut l'entendre en live, donc il y avait un chat en live. Puis il y a du monde qui disait non, gardez-le jusqu'à la fin du mois. Que là, c'était comme une espèce de... Puis aussi, le monde commençait à dire, ouais, mais là aussi, il y a eu des problèmes dans le passé avec la plateforme ou du monde qui ont des turnarounds comme ça trop vite, qui s'enlèvent la plateforme alors que le monde ont payé techniquement pour un mois. Ben, tu veux pas non plus t'enlever de la plateforme parce que ça laisse un... autant pour les acheteurs mauvais goût, ça donne une mauvaise image pour la plateforme, pour les créateurs dans la plateforme. En tout cas, tu as comme une grosse affaire derrière de ça. Donc là, il allait reconsidérer le fait de peut-être le garder un mois ou le garder 2 semaines, tu sais, whatever. Puis là, je sais pas c'est quoi a été la décision au travers de ça au final. Là. Mais je sais qu'il est en discussion de regarder finalement combien de temps il allait le garder ou pas. Là. Donc, Alain, es-tu encore là? Oui, j'étais prêt à me faire un compte pour voir. Non, tu le sais pas sinon? Non.
Oh, God. Puis là, j'essaie de cliquer sur la vidéo sur YouTube. La vidéo, faut que je l'ouvre faut que je l'ouvre vraiment dans mon compte parce que sinon, il me demande l'âge. Faut que je sign in, en fait. Ah oui, non, ça, le link est encore là. Voyons donc, le link est encore là. Envoie-moi donc le lien. Ben, c'est onlyfans.com/reallinustechtips. Ils ont posté une vidéo le 8. La photo... OK, faut quand même le dire, là. À la fin du vidéo, pendant toute la vidéo, il y avait rien de particulier. Je pense qu'il y avait juste des pièces d'ordi qui montraient en exemple. Là. Mais à la fin, par contre, il y avait un dildo dans les mains puis qui était pixelisé sur YouTube. Dans sa photo d'OnlyFans, là, par contre, elle n'est pas pixelisée. Faudrait voir, mais je pense qu'ils ont posté le 8, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un nouveau post. Ah, ok, non. On peut voir on voit le fil. C'est juste tout est barré, mais on voit le fil de photos. Il y a eu quelques trucs. Ah, c'est bon dire, ils ont même backposté. Ils ont plusieurs photos le 31, mettons 5-6. Mettons 2-3 le premier, puis une dernière le 8. Mais d'après moi, c'est encore up, là, parce que je vois la scene, je suis connecté, là, je vois la scene 4 heures ago. Oh my God. Fait que si on des vrais abonnés, why not, là? On sait-tu la quantité? On ne sait pas la quantité d'abonnés, hein? Non, je suis pas hâte de le voir, mais il est marqué genre ASMR. Fait que sûrement qu'ils doivent jouer là-dessus, là. Puis il y a du monde qui sont intéressés à être OnlyFans de ça. Y a-tu des tags? Excuse, je vois pas que tu vois ça. Ouais, peut-être que je suis connecté. Ah, ok. Je le vois pas en ce moment, pas connecté. Mais c'est... Wow. Ah, c'est ouais. Bref, très drôle. Je trouve ça très drôle. Je pense que quand la joke, elle pousse, puis ça pogne pour de vrai, là. Oui, mais comme je dis, ça a été jusqu'au bout. Encore une fois, c'est un jeu de mots. Donc... mais je trouve ça génial. Là. Je pense que c'est comme... Ça, c'est dans les bons April Fools que j'ai pu voir sur Internet. En tout cas, ouais, cette année-là, c'était pour moi ma médaille d'or. Donc, Alain, je voulais te parler, je pense que c'est pas mal anecdote mon affaire, mais je mélange un paquet de trucs au travers de cette histoire-là qui s'est passé dans ma dernière semaine où que j'ai fait bien du ménage sur plein de trucs, mais ouais, en tout cas, je te raconte ça. Donc, je t'avais envoyé un lien vers une vidéo de Technology Connection qui est derrière un channel, qui se fait longtemps qu'on se parle, qu'on veut parler de ce qui est montré dans le channel parce qu'on trouve ça bien bon, puis on sait pas trop comment en parler, mais ça donne bien, j'ai une histoire à raconter au travers de ça. Donc, tu as vu la vidéo finalement? Oui, je l'ai vu. Parfait. Oui. Donc, ça va faire 2 hivers que j'habite dans mon condo d'ailleurs. Puis dès le premier hiver, je m'étais acheté un humidificateur parce que quand tu chauffes à la plainte électrique ou même chauffage au gaz, tu aurais le même problème. Là. Tu vas sécher ton air au point que ben tu veux humidifier ton air, sinon tu vas te mettre à saigner du nez, avoir tes mains qui sèchent à rien, puis tout. Là. Puis je veux dire, l'hiver, je le remarque. J'ai les mains sèches super rapidement, là, puis... c'est pas moist, là. Non. Belle session, ce mot-là, avec l'histoire qu'on vient de raconter avant. C'était le but, Patrick, c'était le but. Donc, l'humidificateur que j'avais acheté, c'était un humidificateur qui est dit ultrasonique, qui est quand même relativement compact comme appareil. Là. Tu sais, c'est comme, mettons, ça a l'air, je veux dire, une grosseur cafetière Keurig, à peu près dans le même genre de dimension, là, si on veut. Là. Tu as un gros réservoir sur le dessus. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que ça a une espèce là, genre de la misère, qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là. Je pense, mon ami Dom, d'ailleurs, que j'en parlais, il expliquait ça en disant que c'est un Pesio, là, mais encore une fois, c'est mal expliqué c'est quoi, là. Mais c'est une espèce de membrane qui va vibrer, une membrane de métal qui va vibrer super rapidement, puis qui va, je veux dire, exciter les molécules d'eau. Encore une fois, c'est magnifique les mots qu'on utilise. Puis de sorte que ça va créer de la vapeur d'eau. C'est pas de la vraie vapeur comme quand tu fais bouillir de l'eau, c'est pas exactement la même chose, mais bref, ça va créer de la vapeur d'eau. Ce qui est intéressant de cette technique-là, c'est que c'est ultra cheap en termes de consommation d'énergie. C'est ultra économique en termes de consommation d'énergie. Donc, pour très peu d'énergie, tu vas créer rapidement de la vapeur. Le gros désavantage de ça, puis ça, c'est le point important du reste de l'histoire que je vais raconter, c'est que, comparativement aux autres méthodes d'humidifier, pour humidifier l'air, c'est que celle-là, quand tu utilises de l'eau dure, c'est que tout le calcaire et les autres dépôts qui se trouvent dans l'eau vont aussi se ramasser dans la vapeur d'eau que tu vas créer avec cet humidificateur-là.
Ce qui n'est pas le cas des autres types d'humidificateurs. Donc, normalement, ce que tu veux avec cet appareil-là, c'est utiliser de l'eau qui est distillée pour ne pas avoir l'inconvénient que ça va amener. Vas-y. Il y a même des utilisateurs là, qui... il en parlait dans la vidéo, justement, Technology Connection, là, qui parlait qu'il y avait une poudre blanche qui se répandait un peu partout dans l'appartement. C'est ça que tu as vécu? C'est un peu vers là que je m'en viens. Donc, juste avant de dire ces détails croustillants-là, pour finir avec l'appareil elle-même. Donc, dans mon cas, moi, je devais remplir le réservoir à tous les jours. Puis on parle, mon Dieu, je me souviens pas de la capacité du réservoir, j'ai envie de dire 2 litres dedans, là, mais bref, là, quand même une bonne... Ouais, mettons 2 litres d'eau, OK? On va dire, là, je prends un guess, là, que si j'avais acheté un 2 litres d'eau à chaque jour d'ici, là, ça n'aurait pas de bon sens. Puis là, ça vient... Techniquement, avec le réservoir, tu as un petit gogos qui est supposé capturer ça fait fuck all, ou du moins, il faudrait que je le remplace à toutes les semaines, donc bref, je le faisais pas. Donc, j'avais l'inconvénient, justement, de ce que tu es en train de décrire. Puis en effet, c'est épouvantable. Parce que ce que ça fait, puis là, je disais c'est comme la mer à boire, comme non, concrètement, c'est pas si pire que ça. Mais ça fait que, donc, tout ce qui est dans l'eau, normalement, qui est dans l'eau de ton robinet, donc le calcaire, calcium, sels minéraux, whatever, tout ce qui se trouve là-dedans, qui normalement, tu ne verrais pas si tu ferais bouillir ton eau sur le poêle ou que tu ne verrais pas avec les autres méthodes d'unification que je vais parler plus tard. Avec cette méthode-là, ça se ramasse dans l'air, puis quand ça va finir par se déposer sur les surfaces, comme de la poussière. Mais la différence qu'avec de la poussière, ça va pas juste se déposer sur les surfaces comme en dépôt, je veux dire, par gravité. Non, ça se dépose sur les surfaces verticales, puis même sur les surfaces horizontales, mais à l'envers. OK? Puis, le plafond, là. Genre, le plafond, les murs, sur tous les meubles, mettons mon îlot de cuisine, je vais en avoir sur le dessus, sur les côtés. Puis là, la semaine dernière, en fait, pourquoi j'ai fait ça, le reste de mon histoire aussi, la semaine dernière, j'ai pris un congé. J'ai pris ma semaine de congé pour faire différents projets, mais en bout de ligne, je pense que 3/4 de ma semaine, c'était du ménage. Parce que j'ai entre autres switché aussi mon setup de bureau de bord. Puis quand j'ai nettoyé mes tables, en dessous de mes tables, il y avait un film, une fine couche de cette poussière de calcaire-là à grandeur partout. Puis cette poussière-là, elle attache pas, là, c'est pas quelque chose qui attache, mais... tu touches à ça puis ça assèche automatiquement n'importe quoi que tu touches. Genre, ça avait comme une espèce de feeling étrange qui se nettoie bien. Mais quand je roule ça tous les jours, il faudrait que, genre, mettons qu'une journée, j'aurais, mettons, ma porte de frigo, que je remarque, il y a des traces de ça dessus, genre, je vais la nettoyer. Le lendemain, c'est revenu comme ça avant. À tous les jours, là. Évidemment, pendant l'hiver, j'abandonne. Je fais comme, ça sert à rien de nettoyer, ça apparaît à toutes les maudites journées. Mais là, écoute, genre, à la fin de l'hiver, là, c'est épouvantable. Là. Genre des trucs là, qui changent de couleur. Puis, jusqu'à temps que je fasse la découverte que je vais te raconter, j'avais rien remarqué parce que ce que je décris, c'est pas si terrible que ça. Là. Ça va être certaines traces. C'est vraiment étrange parce que c'est pas égal ce que ça va faire non plus. C'est pas vraiment comme c'est une couche vraiment blanche, opaque, puis qui va être faite partout. Non, c'est comme des traces comme, je veux dire, des vagues ou whatever, c'est comme des spots qui vont apparaître, mais c'est pas non plus uniforme nécessairement. Là. C'est vraiment weird. Vraiment moi, weird. dans ma tête, je m'imaginais que ça allait être plus égal que ça. Là, Non, c'était étrangement, du moins pour les surfaces verticales, peut-être que ce que j'ai en tête, là, surface, mettons, le dessus d'une table ou d'un truc, non, là, ça va être plus uniforme. Là. Mais sur surface verticale, c'était pas très égal. Là. Puis d'ailleurs, je pense à ça aussi. Il faudrait que je lave, entre autres, mes rideaux, je ne l'ai pas fait encore, mais il faudrait que j'y passe au lavage parce que une fois que j'y prends pour juste ouvrir fermer, j'ai le même feeling ces mains-là, comme si les rideaux en étaient pleins, genre. Ils sont sûrement. Puis entre autres aussi, j'ai fait d'autres choses aussi, puis c'est même pas ça que je vais raconter, mais j'ai fait mes fenêtres, j'ai fait mon écran de télé, puis je dis c'est fou. J'ai envoyé une photo à Dom dans mon écran de télé, là, c'est incroyable. Là. C'est comme t'as l'impression que tu regardes le avant, c'était blanc opaque. Là. Mes fenêtres aussi, là, je vois une différence. Là. Genre, je pense qu'il me reste mes portes de balcon à faire, puis ouais, tu le vois là, que c'est blanchâtre sur ma fenêtre. Là. Encore le reste comparé à quand c'est nettoyé. Là. Ça n'a même pas rapport. C'est quand même très intense. Ah non, c'est au travers d'un hiver complet, là, faire ça tous les jours, ouais, ça fait une méchante différence. Mais là, la goutte de trop, c'était mon garde-robe. Donc, j'ai mon garde-robe d'entrée. Puis là, Alain, je pense que tu avais déjà chez nous, ça va peut-être une idée, mais je sais te décrire pour ceux qui n'ont pas été chez nous. Donc, j'ai mon garde-robe d'entrée où je mets mes manteaux. Je pense que j'ai des boîtes de souliers dans le fond, puis mettons, je pense que j'avais 2 sacs vides aussi, mais j'ai aussi mon serveur avec un UPS dans cette pièce-là. Parce que c'est là que j'ai mon panneau de télécom, ou que les fils dans mon condo, ils se ramènent à cette place-là, que je peux brancher
justement mon équipement de mon fournisseur d'accès Internet, puis que je peux brancher les autres prises que j'ai dans mon condo à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le serveur à cet endroit-là, que je laisse, normalement, quand j'ai personne chez nous, je m'en fous, je vais laisser la porte ouverte, comme ça, il y a une circulation d'air quand même. Donc, c'est pas un problème. Mais j'avais remarqué, tu vois, ce qui m'a poussé à regarder un peu, puis là, j'avais du temps que là, je l'ai fait, mais ce qui m'a poussé à regarder, c'est que j'avais déjà remarqué les semaines précédentes, j'avais remarqué des picots blancs, genre, qui commençaient à apparaître sur les différentes vestes que j'avais dans ce garde-robe-là. Je trouvais ça bizarre, c'est comme... Là, je regardais comme par en haut, y a-t-il quelque chose qui se défait, comme s'il y avait quelque chose qui était comme égrené, genre. Là, je me demandais si c'était mettons, je range mes sacs de plastique, on a tout notre sac qu'on se ramasse, là. En tout cas, moi, je garde parce qu'on peut les jeter, parce que c'est pas correct, donc on les garde. Donc, j'ai mon sac de sac, je pense, sur ma tablette du haut de ce garde-robe-là. Je me demande, y a-t-il un sac qui est séché au point qu'il s'est comme égrené, ou j'ai-tu comme... Là, je regardais, je pense que j'ai une boîte Ikea qui est comme en papier, que je me disais, le papier, c'est-tu égrené, ou y a-tu un morceau de gyps qui est mal... Whatever, là, j'ai essayé de regarder. Où est-ce que ça vient? C'est ça. Puis là, je commence à tasser les affaires dans le garde-robe. Puis là, c'est là que les découvertes commencent. Là, je commence en fait... je commence en bas. Je commence à enlever les boîtes de souliers, que là, il n'y a rien de particulier, comme même couche de poussière que je vois partout, la même quantité, qui est comme, OK, rien de particulier là. Que, au fur et à mesure que j'enlève, littéralement, je dépoussière des boîtes de souliers, qu'est-ce que déjà en partant, ça n'a comme pas rapport, mais je suis en train de faire ça. Que j'enlève toutes les boîtes. Puis là, je pense que la prochaine affaire, c'est que je pogne un sac. Puis là, je prends un sac qui était, je pense... mon ordi était le serveur, donc c'est une tour qui me sert de serveur, qui était dans le fond. Le côté, l'arrière de l'ordi, mettons, était du côté gauche, là où que j'avais des sacs. Puis là, je prends un sac, puis le côté qui était du côté de l'ordi, donc dans le fond, était... tout le side du sac là, était complètement blanc. Mais là, c'est pas un blanc comme j'ai décrit jusqu'à maintenant. Là. C'est un blanc opaque. Là. Le sac il est noir. Et j'ai tout le side du sac là, qui est blanc opaque. Comme si toute la poudre se serait ramassée. Parce que ton humidificateur, je suppose qu'il était à côté de ton bureau. L'humidificateur, je le mettais sur mon îlot, donc comme assez central dans mon condo. Ouais. Centre. Donc, mais tu sais, les traces que je décrivais, j'envoyais sur mes électros, mais dans ma salle de bain aussi, j'envoyais là. Donc, ça se ramassait vraiment partout. Là. Puis donc là, je commençais à enlever les sacs. Puis là, je me rends compte, puis après ça, j'enlève les deux sacs, puis les deux sacs, ils en ont comme deux gros spots assez intenses. Puis là, je vois l'ordi, puis c'est comme, oh my God. Que là, les petits picots blancs que je voyais, c'était un mélange de poussière normale et de cette fine... Et la poussière qui était générée par l'humidificateur, qui était comme la poussière de calcaire, donc un mélange de poussière puis de calcaire, qui, dans le fond, les fans de l'ordi faisaient circuler dans le garde-robe puis se redéposaient sur tous les éléments dans le garde-robe. Donc, les picots blancs que je voyais, c'était ça. C'est un mélange de poussière puis de calcaire. Donc, vraiment plus intense que de la poussière normale. Puis là, il a fallu que, là, au fur et à mesure que je sors du stock, il a fallu que je passe l'aspirateur sur mes sacs puis sur toutes les vestes que j'avais dans le garde-robe. Genre vraiment manuellement sur toutes les manches, tous les trucs, parce que c'était tout recouvert. Toute la partie, en fond, qui n'était pas visible de l'extérieur, donc tout ce qui était à l'intérieur, était vraiment, il y avait des gros spots intenses, là. Genre blanc, là, opaque, là. Marc! Que là, il a fallu c'est genre, c'est un cauchemar, cette affaire-là. Écoute, là, je suis pas fini, là. Là, je commence à nettoyer. Puis là, au fur et à mesure que j'enlève du stock, je nettoie tout au fur et à mesure. Que là, je nettoie un par un, je nettoie toutes les vestes. En fait, j'ai d'abord nettoyé les sacs, les vestes. Puis là, j'ai fini avec un linge, un linge microfibre que je me sers pour nettoyer aussi, là. Donc, d'abord, enlever le gros avec l'aspirateur. Après ça, je finissais avec un truc. Ça s'enlève, encore une fois, ça s'enlève relativement bien. Je ferais en faire un bon travail, j'aurais tout mettre au lavage, puis ça serait correct, encore une fois. Le contact de l'eau, ça va se resoluble dans l'eau, donc ça va s'enlever de même, donc c'est pas un problème. Mais bref, le calvaire de nettoyer ça. Puis évidemment, il a fallu que je vide au fur et à mesure toute la garde-robe. Puis là, je suis arrivé finalement à l'ordi, puis justement, tous les spots de fans où il y avait du intake, et c'était blanc, mais justement, pas un blanc poussière, là, c'était un blanc, là. C'est vraiment poussière, c'est un peu gris, mettons, là. Tu sais, l'ordi, ça a besoin d'air, là, normalement, pour bien marcher. Hey, pour vrai, là, c'était... Puis c'était pas qu'il y en avait beaucoup, mais c'était juste la couleur qui était vraiment frappante, là. J'ai jamais vu un blanc de poussière de même, là. Non, c'était vraiment blanc, là. Que là, j'étais comme... des photos, je me rends à l'ordi, que je décide de l'éteindre, puis j'étais comme, bon, j'essaie de passer l'aspirateur dessus. Évidemment, rendu à ce moment-là, ma batterie de mon aspirateur est morte, et j'étais comme, bon... que là, je peux pas faire ça en dedans parce que ça va être épouvantable. J'étais comme, bon, j'allais sur le balcon à l'extérieur. Puis là, celui-là, je me rends compte qu'il fait genre 15, entre 15 puis 20 dehors. Non, il faisait 15, j'étais en t-shirt dehors. J'étais comme, ouais, il me fait non, mais chaud. Puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté avec 2 cannes d'air comprimé puis l'ordi. J'avais mis, je pense, un pantalon cargo. J'avais mis 2 canettes d'air dans mes 2 grosses poches. Plus, j'avais pris l'ordi avec mes 2 bras. J'étais monté dehors. Puis là, je commence à faire tu sais, j'enlève les panneaux, tout. Je commence à faire le travail. J'étais comme, my God, il y en a vraiment intense. Évidemment, il fallait que je descende, chercher une 3e canette. Pour finir le travail au complet, finir avec encore une fois un linge pour vraiment tout bien
enlevé, mais pour vrai, là, c'était intense. Là. Vraiment, les spots là, étaient vraiment intenses. Ça a été comme long, vraiment tout bien nettoyer ça. Puis il y en avait dans tous les recoins de la machine. Là. Oh my God. Mais Ouais. ça a-tu affecté le serveur en soi, s'il y avait autant de poussière? Merci Alain de poser la question. Je sais pas si je me semble que je t'en ai parlé de ça. Que Oui, tu m'en avais parlé. C'est pour Ouais, ça hein? que ça me sonne une cloche. Ben, c'est pour ça que c'est là que je m'en vais avec mon histoire. Dans le vidéo Technology Connection, puis justement, on parle, le bout qui parle de cette poussière-là, il dit il y a certaines personnes qui ont rapporté que c'est ceux qui utilisent ce type d'humidificateur-là, l'ultrasonique, qu'il y avait certains appareils électroniques qui semblaient être affectés par ça. Puis là, je suis comme. C'est peut-être ça pour ça que quand je fais mes backups, que tout d'un coup, mon ordi décide de shutdowner tout seul, sans aucun rapport, pendant que je fais mon AirSync de mes ordi. Puis je suis comme, oh my God. Je trouvais ça inquiétant. Même un peu avant ça, j'avais commencé à regarder. Je suis comme, là, ça faisait 2 fois, à 2 intervalles que ça faisait la même chose. Il faut que je redémarre mon ordi 3 fois pour faire un backup. J'étais comme, ouais, c'est comme pas normal. Là, j'ai comme sous mes drives qui ont des erreurs, whatever, que je commence à checker toutes les logs, les Tout traces comme que je peux trouver. là. Je fais mes smarts sur mes drives. Tout est beau, là. Pour vrai, pas d'erreur avec ZFS, pas d'erreur avec les drives. Tout est correct. Puis là, je fais comme, man, c'est-tu à cause de cette affaire-là qu'évidemment, je finis de nettoyer la machine, tout. Puis pour juste clore cette partie-là, j'ai fait un backup le soir même après que tout est nettoyé, tout est correct. Et je n'ai eu aucun problème. Que là, c'est soit la poussière, c'est soit la poudre elle-même, ces dépôts-là qui étaient la cause du problème, ou juste un mélange de ça, accumulation de poussière, c'est incertain quelle était la cause. Mais c'est sûr que le backup, ça demande du processing, là. Ça demande du CPU. Donc peut-être que s'il était au idle, il était chill, mais si tu faisais du gros backup... Ouais. Mais Dominique me dit la même chose. Il me dit la même chose en disant ça. Comme, ouais, c'est peut-être juste question de température que quand tu faisais backup, c'était assez pour trigger ça. Puis ça se peut que ce soit juste ça. Là, maintenant, d'ailleurs, aussi, ça, c'est de l'autre chose. Là. J'ai changé la position de l'ordi. Donc, les fans, le intake est littéralement devant les portes. Donc, comme je disais, je laissais déjà une porte ouverte tout le temps. Donc, l'air frais il vient de l'extérieur immédiatement. Puis là, l'air chaud va rester en dedans, mais au moins l'air frais vient de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, voir si... Mais là, si tu as fait ton backup et ça le fait plus, ça laisse entendre que ton matériel n'est peut-être pas si fini que ça. Mais écoute, je sais qu'en âge, je suis dû. OK? Donc, je sais qu'en âge, je suis dû. Ça a l'air que finalement, après un bon nettoyage, encore une fois, incertain si c'est juste de la poussière ou c'est vraiment cette poudre-là qui était le problème, mais qu'après un nettoyage, tout est beau. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Je dois quand même considérer remplacer ce serveur-là. Non, c'est ça, mais tu sais, ça va te permettre d'avoir un plus gros buffer. Là. Oui. Tu peux mettre de l'argent de côté tranquillement, puis un moment donné, tu y penses, mais t'es pas dans l'urgence. Exactement. Donc, pour revenir avec mon histoire d'humidificateur et pour revenir aux vidéos Technology Connection que j'ai parlé au tout début, ce que j'ai fait à la fin de cette journée-là, je suis retourné regarder, faire comme bon, genre là, pour vrai, je peux plus utiliser cet humidificateur-là. Genre, no way que je continue d'utiliser ça. Genre, dans ma tête, c'était dangereux. D'un, c'était chiant, puis de deux, ça s'est rendu dangereux dans ma tête. Je suis comme bon, faut que je remplace ça. Puis là, je m'étais déjà dit comment je vais faire ça pour le prochain hiver. Je suis comme non, je le fais pas maintenant, je le ferai pas pantoute, puis je vais revenir le prochain hiver, puis je vais faire ma affaire, je vais ressortir celle-là, puis je vais encore l'utiliser. Que là, je commence à regarder, je retourne dans la vidéo de Technology Connection où qui montre des humidificateurs de type évaporateur. Et ça, c'est quand même intéressant. Encore une fois, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage, c'est qu'encore une fois, ça demande très peu d'énergie. Puis c'est en fait c'est très passif la manière que ça fonctionne. La seule affaire active, c'est une fan qui déplace l'air, mais le procédé d'évaporation lui-même est passif. C'est-à-dire que c'est une grande surface qui mon Dieu, c'est une espèce de filtre. Une grosse éponge. C'est une grosse éponge en papier que l'eau va être absorbée dedans, puis quand il y a plein de trous dedans, donc l'air peut facilement passer. Puis naturellement, l'air va absorber cette humidité-là. Puis donc, pour faire mesure que l'humidité est absorbée, mais l'éponge va continuer d'éponger de l'eau. Là, le réservoir, dans le fond. Ouais. Le désavantage... Tu vas toujours faire en sorte que l'éponge ait de l'eau pour évaporer. Exactement. Puis là, c'est pour ça qu'il faut que tu continues de remplir techniquement consommer ton réservoir, mais bref, ça fonctionne assez bien. Là, puis c'est montré dans la vidéo selon la grosseur du modèle que tu as. Le désavantage de celui-là, c'est que ça fait de l'eau stagnante et que si tu gardes de l'eau stagnante trop longtemps, ou même surtout l'éponge elle-même, ça peut commencer à dégager des odeurs.
Donc, la chose que tu dois faire, c'est un produit particulier que tu dois incorporer à ton eau à une certaine proportion. Là, c'est très, très peu, là, mais juste assez pour dire que c'est un produit antibactérien là, qui va faire que l'eau, justement, le filtre ne va pas se mettre à moisir ou à commencer à faire développer soit des champignons, bactéries, whatever, qui dégageraient ces odeurs-là. Puis évidemment, je pense, à chaque saison, je pense qu'il disait dans la vidéo, puis ce que je prévois faire avec cette affaire-là, c'est remplacer le filtre en question. Donc, tu remplaces ça puis, à chaque saison, puis c'est une vingtaine de dollars, donc c'est quand même, pour moi... C'est quand même abordable. Oui, c'est ça. Donc... As-tu trouvé ton système? L'as-tu acheté? Donc, ce que j'avais regardé, c'est la même marque qui montrait dans la vidéo. Puis, tu vois, aujourd'hui, je regarde sur Amazon, là, c'est super difficile de trouver autre chose que des ultrasoniques. Parce que c'est l'affaire qui est la plus cheap à faire. Puis, c'est ce qu'on voit partout maintenant. Donc, j'essaie d'en trouver sur Amazon, la même marque, ou du moins d'autres affaires aussi, puis j'ai de la misère d'en trouver. Là, j'en commençais à en trouver, il y avait un modèle sur Amazon, là, il était, je pense, 380$. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Puis littéralement, le produit, là, selon la grosseur, ça reste une tank, donc un contenant. Il y a un filtre en papier, quand on l'a dit, ça coûte 20$, puis une fan qui pousse l'air dedans. C'est tout ce que c'est, là. La seule chose qui change entre les différents modèles, c'est la grosseur de cette affaire-là. Ça vaut pas 400$, là. OK? Puis là, je m'en vais voir sur le site du fabricant, puis là, je commence à regarder les différents modèles, puis évidemment, c'est US, donc tu as le shipping, tout comme, ouais, c'est quand même un peu chiant. Puis je me rappelais que j'avais déjà vu, je pense que le seul quincaillerie, je veux dire, qui avait l'air d'en tenir au Québec, c'était chez Home Depot. Que je retourne voir c'est de Home Depot, puis voir c'est quoi les modèles qu'il y avait. Puis finalement, ils ont deux modèles. Un qui coûtait, je pense, 140$, puis l'autre 200$. Puis ils tiennent en stock les filtres aussi. Puis comme je dis, 20$. Et là, je fais comme... Là, je regarde ça, je commence à regarder, je download le manuel, je commence à comparer certains trucs, voir ça a de l'allure tout. Il a l'air un peu, du moins pour le pied carré qui advertise sur la boîte, ça a l'air un peu trop gros pour moi. Mais l'appareil elle-même est pas trop grosse. Je voyais déjà comme l'espace que ça pouvait prendre, où est-ce que j'allais le mettre. Je fais comme, bon, ça a l'air quand même de correspondre à ce que je cherche. Il l'avait en stock, et je fais comme, bon, ben let's go. Que le soir même, je suis sorti. J'étais ramassé une communauté sur le bord du chemin, était Home Depot, qui est pas très loin de chez moi, anyway. Rentré dans le magasin, j'ai pris... il y en avait deux, je pense que j'ai pris un de ceux-là à 140$. Sur le site, il avait l'air d'avoir... Il affichait plus de filtres, il y en avait rien que deux. J'ai pris les deux filtres supplémentaires qu'il y avait. Il vient déjà avec un, mais j'en ai acheté tout de suite les autres. Au cas où qui décide de plus le tenir dans 2 ans, là, que j'en ai acheté tout de suite d'autres, puis au pire, je trouverai les autres sur Amazon. Puis j'ai aussi trouvé la fameuse bouteille là, pour le produit, qu'il y avait aussi en stock. Et bref, j'ai acheté tout ça. Puis le soir même, je fais comme, bon, ben, je vais tester cette affaire-là juste pour m'assurer que ça fonctionne. Pas que j'en avais besoin, mais je pense à ce moment-là, quand j'ai commencé, j'étais autour de 30%. Donc, c'est après d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas bien mentionné au début, là. Si je roule pas l'humidificateur, l'ultrasonique que je parle au début, là, j'étais en bas de 10. Puis les nanomètres que j'ai, c'est ça? En tout cas, je ne me souviens plus des termes là. L'unité, l'échelle, bref. Ouais. Donc, c'est l'hydromètre. Bon, l'hydromètre qui affiche le taux d'humidité dans l'air, quand il est en bas de 10%, il fait juste dire l'eau, puis je ne sais pas il est à combien. Puis si je roule pas d'indicateur, mais c'est ça qu'il va me dire. L'hiver, là, c'est genre, je tombe vraiment en bas de 10%, c'est épouvantable comme l'air est sec. Puis si je roule avec l'humidificateur, je suis capable de garder 30, 35. C'est ça le maximum que je suis capable d'atteindre en plein hiver. Mais déjà là, c'était assez pour toi, là. Ben, c'est fait. Idéalement, là, tu devrais aller chercher un 40%. À moins qu'il fait vraiment froid dehors, là, tu devrais atteindre un 40% pour pas avoir quelque chose de trop. Déjà, 30, c'est limite, là. En termes d'air sec, là. Donc, j'ai dit, bon, je vais le tester, voir ce que ça donne. Puis pour vrai, je l'avais seté de façon abusée. Je vais le mettre à 45. Je pense que ça a pris 20 minutes. Ça a pris 20 minutes, puis genre, mon condo complet, là, j'ai atteint ça, là, puis je checkais comme j'avais mis, je l'ai déplacé le truc, là, à avoir l'humidité un peu partout, là, puis c'était partout, là, 45. Ah, j'avais parti mon air clim en même temps, juste pour que l'air circule, donc ça aide pour faire circuler l'air, là. Mais pour vrai, là, fonctionne super bien. Ultra efficace. Ça donne puis pas le problème. Comment tu sentais à 45? Voyais-tu une différence entre 30 et 45? C'est dur à dire. Sur un laps de temps comme ça, c'est vraiment dur à dire. Tu sais, c'est le genre de overtime que toutes les petites affaires que ça va faire, genre, ben, mettons, ton nez va être sec, tes mains vont être sèches, tes lèvres vont sécher aussi. C'est comme la vitesse à laquelle ça va jamais, tu vas perdre l'humidité, là.
C'était dur à dire dans ce laps de temps-là. Donc, ouais, c'est dur à dire. Mais toi, l'été, là, tu vas-tu en avoir besoin? Mais non, tu n'as jamais besoin de ça l'été. L'été, au contraire... L'été, c'est saturé. Là. Le climat que nous, on a, c'est pas c'est pas sec. C'est très humide ce qu'on a, nous autres, nos étés. Mettons qu'on compare, un désert ou la côte ouest aussi. Là. Nous autres, c'est très humide qu'est-ce qu'on a sur la côte est. Donc, au contraire, ton air clim va déshumidifier ton air. Donc là, c'est ça que tu veux. L'eau, ouais. mais c'est ça, l'eau condense sur l'évaporateur, puis donc ça va assécher l'air en même temps. Puis oui, de mémoire, l'été, je vais être autour de 50-60, sans rien faire. Là. Je laisse ça aller, là. J'ai mon air clim qui roule, puis ça va être ça mon taux d'humidité. Donc en effet, j'ai pas besoin de rouler l'été. C'est purement pendant l'hiver que je vais le rouler. Très intéressant, mais on a le pire climat pour ça. Là. Non, c'est ça. Puis là, juste pour finir avec l'histoire derrière, tellement que c'est efficace cette affaire-là, puis c'est vraiment spécial. Donc là, la manière que l'appareil fonctionne, c'est que tu as 2 contrôles dessus. Tu as d'abord la vitesse de la fan, tu as 3 réglages. Puis ensuite, tu peux définir le niveau d'humidité que tu veux viser en incrément de 5. De 5%. Donc, je pense que ça va de 25 à 65. Puis dès qu'il atteint le niveau, la fan, elle arrête. En bout de ligne, ça fonctionne comme ça. Puis comme je dis, j'avais 7 à 45. Donc là, ce que j'ai fait après ça, c'est comme, parfait, ça a l'air de marcher comme je veux. J'ai vidé la tank au complet. Puis, la manière que cet appareil-là fonctionne, ça dépend des modèles dans cette compagnie-là. Il y en a certains qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Lui, il l'a. Tu as un sensor qui va désactiver la fan dès qu'il n'y a plus d'eau dans le tank. Donc là, ce que je voulais faire, moi, c'était sécher le filtre. Donc, j'ai bypass le sensor juste pour que la fan, entre guillemets, roule dans le vide. Là. Puis pour vrai, ça m'a pris 1 journée avant d'assécher complètement le filtre. Puis, je pense pendant la nuit, avant d'aller me coucher, j'ai dû l'arrêter parce que j'étais monté à 60. Genre, il n'y avait plus d'eau dans le réservoir, mais il y avait tellement d'eau dans le filtre. Dans l'éponge? Dans l'éponge filtre, là. Il y avait tellement d'eau que ça a pris 1 journée complète pour la sécher. Que là, je pense que j'avais roulé un peu le soir, comme j'ai monté à ça. Le lendemain, j'avais parti. Puis là, je pouvais voir comme... Je pense que dès que je l'ai reparti, j'ai remonté... pendant la nuit, je suis tombé moteur 35. Dès que je l'ai reparti, je suis monté à genre 45, je pense 50. Puis là, au fur et à mesure que la journée avançait, tu voyais que ça descendait tranquillement. Jusqu'à temps que je retombe justement dans un 35-30 à la fin de la journée. Ou que là, j'ai pu le ranger parce que là, je pense que j'ai même attendu une journée de plus, en fait, pour être vraiment sûr qu'il était sec. Puis là, quand je l'ai rangé, vraiment testé comme il est vraiment sec, puis il n'y a plus d'humidité dedans, parfait, là, j'ai pu le ranger. Puis comment tu as fait pour bypasser le sensor? Donc, en bout de ligne, la manière que le sensor fonctionne, c'est que c'est littéralement un morceau de céromousse qui est dans le fond du bac, sur une tige, puis la tige, elle pousse une switch qui est dans le module que dans le fond, ça a l'air d'une poubelle, puis tu déposes une fan dessus. Puis ça vient comme un couvercle qui fit au truc. Là. Pour vrai, ça ressemble à ça. Puis dans le couvercle lui-même, tu as un bouton dessus. Là, que la tige, elle va l'appuyer sur le bouton quand il y a de l'eau. Puis quand il n'y a plus d'eau, la tige va tomber. Donc le morceau de céromousse ne flottera plus parce que ça va flotter dans l'eau. Donc dès qu'il n'y a plus d'eau, le morceau de céromousse va se ramasser dans le fond. Puis là, ça ne déclenchera plus l'interrupteur. C'est très, très basic comment ça fonctionne, mais c'est bien... comme il disait si bien dans Technology Connection... c'est tellement simple et efficace. Hein? Ah non, pour vrai, ça marche très bien. Mais il disait en fait, d'ailleurs, par rapport à ce switch-là, c'est pas une bonne idée parce que justement, tu vas. Si ta tank est vide, mais ton éponge est encore mouillée, c'est quasiment mieux de le laisser rouler à vide pour complètement assécher l'éponge pour pas la garder mouillée. Que c'est comme une espèce de comme. Je trouve des avantages de cet appareil-là, comment il est conçu. J'imagine qu'en temps normal, mettons, pendant ma saison d'hiver, mais tellement il va être tout le temps mouillé. Là. Je vais tout le temps le rouler, genre, avec de l'eau dedans. À moins que je fasse comme j'ai fait, mettons, à tous les mois pendant l'hiver, dans les 4 mois d'hiver que je vais l'utiliser, qu'à tous les mois, il y a une journée que je mets plus d'eau dedans, puis je l'assèche complètement. Je pourrais faire ça aussi, ça ne m'empêcherait pas. Je sais pas si ça va aider dans le cycle de maintenance de la chose. Moi, je pense que vu que tu changes l'éponge à chaque année, ça prend même pas la peine de faire ça. Ouais, c'est ça. Surtout si tu utilises le produit en plus, je le vois en fait si j'ai un problème. Là. Tu mets le produit puis that's it. Là. Ouais, puis ça tombe bien en plus derrière dans son vidéo, il proposait, puis je trouvais ça comme vraiment smart comme idée, c'est d'utiliser un distributeur de savon, donc une pompe à savon, pour mettre le produit dedans, puis juste calculer selon la proportion que tu as de besoin, la quantité de pompe que tu dois faire pour facilement en mettre dans ton réservoir. Donc, de sorte à chaque fois que tu le remplis, toi, tu sais que faut que tu fasses comme 5 pompages dessus pour facilement en mettre dedans sans devoir tout le temps sortir, je sais pas moi, une tasse à mesurer pour mesurer ou tes cuillères à mesurer pour savoir la quantité que tu dois mettre. C'est une bonne idée.
il y avait dit ça, puis j'étais comme, ah, c'est vraiment smart. Puis quand on a fermé le studio, j'ai rapporté le distributeur à savoir. J'étais comme, hey, genre, j'ai une utilisation à faire avec ça. Que j'ai nettoyé, puis je l'ai rangé avec l'humidificateur que je vais retrouver dans 6 mois, j'espère plus, en fait. Là. Que j'ai tout rangé ça, puis c'est ça. C'est pratique qu'on est tellement gros que j'ai pu mettre. Malheureusement, il y a les 2 filtres qui vont rentrer dedans, que j'ai un filtre d'extra plus le produit plus la pompe qui est rentré à même le bac, là, que j'ai rangé ça là-dedans. Nice. Dans le locker que j'ai en bas dans le sol. C'est gros comment, ça? La boîte ou le locker? Non, le module en soi. Ah, ok. Ben, comme je dis, ça a l'air d'une grosse poubelle. Comme un peu plus long, large que haut, mettons, là, versus une poubelle normale. Là. Mais faudrait que j'envoie une photo des dimensions de cette affaire-là. Là. Mais ça faisait genre... Vas-y, c'est 1 pied par 1 pied et demi, mettons, en termes de long et large. Quand même. Là. Ou de long profondeur. Là. Puis en hauteur, ça faisait, on va dire, 2 pieds en hauteur ou 1 pied et demi aussi en hauteur. Mettons 2 pieds. Quand même. Que c'était pas un petit, comme je dis, c'était pas un petit modèle. Là. Techniquement, il est trop gros pour ce que j'ai chez nous. Mais tu sais, en même temps, comme l'appareil a un sensor dessus, c'est pas problématique c'est ça, non plus. C'est pas un problème. Là. Il est juste trop efficace, mais pas fonctionner. Il va juste pas fonctionner. Non, c'est ça. Aussi souvent. T'sais, dans mon cas, moi, j'ai juste à mettre moins d'eau dans le réservoir. J'ai pas besoin de le remplir au complet. Ils mettent une ligne en dedans, comme ça, c'est le max. Probablement que je pourrais mettre même la moitié. Là. De mémoire, je pense que c'est genre 22 litres qui rentrent là-dedans. Et je vais pas mettre 22 litres. Là. Je vais probablement mettre la moitié. Qu'est-ce qui t'empêche d'en mettre 22 si tu as du produit? C'est ce que je disais. Je mettais 2 litres. Mettons que je mettais 2 litres par jour. Je pourrais faire 11 jours avec ça. Mes chiffres étaient bons. Là. C'est ça. C'est bon. Quand tu l'entends qu'il ne fonctionne plus, ça fait longtemps que j'ai entendu, tu vas mettre de l'eau dedans. Il est bon pour un autre 11 jours. Non, c'est ça. Donc, comme je dis, je pense pas c'est ça, encore une fois, la manière que l'appareil est fait, plus que tu mets d'eau dedans, plus que tu réduis ta surface d'absorption, ta surface d'évaporation. Parce que le filtre, ou l'éponge, comme tu dis, elle va être de plus en plus submergée dans l'eau plus que tu mets de l'eau dedans. Ah, je comprends. Donc, le but, c'est qu'il faut juste que le bas de l'éponge touche à de l'eau. Puis, tant que ça touche au fond de ton bac, dans le fond, qu'il y a de l'eau, ben l'eau, elle va monter naturellement, elle va être épongée par le truc, elle va être absorbée par l'éponge. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir tant d'eau que ça pour que ça soit absorbé par l'éponge. Donc, tu sais, il faut juste... ça, j'ai pas besoin de le remplir au complet. Puis, au contraire, il va être même plus efficace si je ne le remplis pas au complet. Selon ce qui est demandé, en tout cas, ce qui est écrit dedans. Right. OK, Pat. Que c'est ça qui conclut cette anecdote, histoire-là. J'ai acheté un humidificateur.